Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour le 25e épisode du Space Cake. Aujourd'hui, le sujet, ça va être sur le futur de Lightning et on va diviser ça en gros en deux parties. Une première, on va parler un petit peu des updates qu'on pourrait avoir dans un futur un peu proche, les améliorations du protocole existant, on va dire. Et dans un second temps, on va plutôt parler des nouveaux types de canaux qui pourraient exister dans le futur, limite des nouveaux réseaux, ce genre de choses vachement plus lointaines. Et du coup, avant de commencer là-dessus, ah oui, j'ai oublié de dire, je suis avec Loïc et Pantamis comme d'habitude. Social n'est toujours pas là. Bonjour à tous. Coucou. Et, et voilà. Et avant de commencer sur le sujet principal, on a deux, trois questions de Kibévox, globalement sur les nœuds et la manière de les quantifier. Du coup, il y a trois questions. C'est à peu près les mêmes. Et je vais vous les lire. Est-ce que l'on sait dire combien il existe de nœuds de validation Bitcoin actifs dans le monde? Et donc des nœuds qui vérifient et diffusent les transactions, les blocs qui concernent la blockchain, soit intégralement, soit en version prunée. La réponse que je trouve, la réponse que je trouve en ligne est entre 18 000 et 50 000 nœuds atteignables, donc 60% sous Tor. Est-ce que ces chiffres sont solides? Et est-ce que ça veut dire que le réseau mondial de Bitcoin repose sur, entre guillemets, seulement 50 000 nœuds? Ou alors est-ce qu'il y a d'autres nœuds qui sont invisibles et qu'on peut pas repérer? Et si il existe des nœuds invisibles, alors est-ce qu'on a une estimation grossière de combien de nœuds il y a dans le réseau? Voilà, voilà, j'ai mélangé un petit peu les trois questions dans une seule. Mais globalement, la problématique, c'est comment quantifier le nombre de nœuds actuellement actifs sur le réseau Bitcoin. Et Je sais pas si tu enfin, moi, de ce que j'ai comme info, c'est principalement, du site de Lugdagir que j'avais eu ce genre de chiffres. Hem, alors de l'ordre de grandeur est bon, hein, on est de l'ordre de 50 000 nœuds certainement. Faudrait que je regarde sur son site. Je sais pas si tu peux voir ça là en faisant en attendant, ouais, ouais, je Younes. suis, je vais le mettre dans le space. Hop. Hem, en fait, on ne peut pas déterminer exactement le nombre de nœuds, évidemment, ça c'est pas possible, simplement parce que, bah, hem, on sait pas, on peut pas accéder, on peut pas observer l'état global du réseau. En fait, le réseau, faut imaginer que c'est un genre de maillage où, chaque point est un nœud et il y a des arêtes de connexion qui correspondent aux connexions de chaque nœud avec d'autres nœuds. Donc c'est un genre de maillage qui a plutôt une forme d'étoile d'ailleurs, c'est-à-dire qu'il va y avoir des nœuds, il va y avoir des nœuds qui sont capables de recevoir plus de connexions parce qu'ils sont notamment, ils permettent les connexions entrantes et d'autres pas. Donc ça, c'est un truc qu'on avait un peu discuté quand on a discuté de Herley, où on parlait d'un nœud de réseau, des nœuds publics du réseau et des nœuds, on va dire, plus privés. Et les nœuds privés, ils ne peuvent pas recevoir de connexions de d'autres personnes, ils ne peuvent que initier les connexions. Et en fait, ce qui est très difficile, du coup, c'est de déterminer le nombre de nœuds privés. C'est-à-dire que, en général, les plebs, quand on lance notre nœud, on ne va pas s'amuser à ouvrir un port sur notre, box internet. Ou alors on va être connecté en Tor et quand on est en Tor, c'est encore plus dur de savoir où on est et généralement, en plus de ça, on ne set-up pas le nœud de façon à ce qu'il puisse accepter les connexions entrantes sur Tor. Donc ça rend extrêmement difficile de déterminer, bah, quand on est un nœud public et qu'on veut essayer de se balader sur le réseau Bitcoin pour essayer de trouver le plus possible des nœuds, bah, les nœuds privés, on ne peut pas les trouver tout seul, il faut attendre qu'ils se connectent à nous. Or, bah, il y a même si un nœud, il va renouveler ses connexions régulièrement, bah, le temps qu'on doit attendre, bah, il est probable que certains nœuds qu'on avait vus au début ne sont en fait plus actifs, le temps qu'on en trouve d'autres. Donc en fait, c'est très difficile de déterminer avec précision le nombre de nœuds actifs sur le réseau à un instant T.
Alors, le chiffre qui a été donné d'à peu près entre 10 000 et 50 000, donc on sait que c'est plus de 10 000 parce que 10 000, c'est le nombre de nœuds, on va dire, publics, c'est-à-dire de nœuds pour lesquels on peut initier une connexion et, euh, et on peut déterminer on peut déterminer s'ils sont encore actifs en initiant une connexion avec. Donc ces nœuds-là, on sait qu'il y en a 10 000. Donc ça veut dire qu'il y a 10 000 nœuds qui, en gros, sont ouverts pour tous les autres nœuds à des connexions pour leur transférer des informations. Mais on sait qu'il y en a beaucoup plus qui sont privés. Et ces nœuds-là, c'est beaucoup plus difficile de les déterminer. Et en fait, le chiffre qui a été donné, donc la méthode qu'utilise Luc Dagière dans son site pour déterminer le nombre actuel de nœuds, c'est en gros d'être un nœud Bitcoin normal et de regarder son carnet d'adresses. Donc un nœud Bitcoin, il conserve des adresses IP de nœuds qu'il a vus dernièrement. Et en fonction de depuis combien de temps il a vu ce nœud Bitcoin se connecter à lui, eh bien, il l'ajoute, il le compte comme actif pendant un certain temps, et puis après, il le compte plus actif. Donc, il y a une méthode de comptage qui est ouverte à On interprétation. sait qui fait comme ça ou alors Et tu supposes? je pense qu'il fait comme ça. Je crois Parce que, qu'on il lui me a semble demandé que plusieurs c'est ça. fois et je crois qu'on n'a jamais trop eu l'info de comment il fournit ce graphe. Je pense qu'il n'est pas précis, mais je pense qu'il fait à peu près ça, hein, il me semble. Il surveille son carnet d'adresses. Il compte pas simplement le nombre de nœuds sur le carnet d'adresses. Il regarde aussi depuis combien de temps ils sont actifs. Après, peut-être que, tu vois, ce qui est par contre plus compliqué, c'est rien ne dit que les pics qu'on voit sur le graphe, par exemple, il y a un pic à 200 000 nœuds, rien ne dit que ça, c'est pas dû à certains choix sur le temps depuis la dernière fois qu'on a vu ce nœud actif. Donc, Bah, c'est peut-être que la méthodologie du graphe a changé c'est sûr entre-temps, que ce quoi. serait étonnant Tu vois. qu'on soit monté à 200 000 et qu'il y ait 150 000 personnes avec un nœud qui ait débranché leur nœud, quoi. Voilà, c'est un peu surprenant quand même. Alors après, bon, c'était une période assez, c'était 2018, quoi. Mais bon, ça, c'est sûrement un changement de méthodologie dans la façon de compter. Donc le graphe n'est pas forcément cohérent du début jusqu'à la fin. Mais bon, l'ordre de grandeur, il est sûrement bon, sûrement qu'il y a effectivement 50 000 nœuds. Après, il faudrait pouvoir corriger en se disant qu'il y a peut-être des gens qui, par exemple, vont faire tourner des nœuds sur des ordinateurs portables et ils seront pas connectés en permanence. Donc du coup, ces gens-là, ils vont être beaucoup plus durs à catch, à trouver quand on est juste passif à écouter le réseau qui se connecte à nous ou pas. Donc voilà, c'est un ordre de grandeur, à peu près 10 000 nœuds publics et une cinquantaine, 5 fois plus qui sont privés. Voilà, mais alors la suite de la question, Et c'était sur est-ce que c'est ces nœuds-là sur lesquels se base toute l'infrastructure ou quelque chose de ce genre-là, ouais, la suite de la question, c'était ça. c'est est-ce que ça veut dire que le réseau mondial de Bitcoin repose sur, entre guillemets, seulement 50 000 nœuds? Du coup, c'est une double question, c'est est-ce qu'il y en a plus? Donc du coup, on a déjà répondu à ça. Et l'autre question implicite, je pense que c'est est-ce que c'est suffisant, quoi? Est-ce que ça semble pas un peu trop peu, par exemple? Et après, juste pour compléter, il y a aussi la question des nœuds élagables. Ouais, alors ça par contre, on n'a pas de chiffres sur les nœuds élagables, je crois. Je suis pas parce que un nœud élagable, il peut envoyer un message pour dire il peut signaler qu'il est élagué, mais je crois pas que ce soit, je connais pas de truc où on a un comptage de ces nœuds en fonction de ça. Mais ils sont comptés dans les Euh, autres nœuds. donc ils sont comptés dans les 50 000 pour moi. Après, peut-être que Luc Dagière, il est tellement, comment dire, tellement accro à l'idée qu'il faut que tout le monde ait la totalité de la blockchain que peut-être qu'il les compte pas. Mais là-dessus, comme tu as dit, il a jamais été très clair sur sa méthodologie, donc on peut pas savoir exactement s'ils sont élagués ou pas. Euh, En tout cas, bon, oui, d'une certaine façon, on peut se dire que le réseau est constitué de ces 50 000 nœuds. Euh, mais bon, faut quand même voir le fait que c'est extrêmement résilient d'avoir 50 000 nœuds, quoi. Enfin, c'est vraiment très très résilient et puis surtout c'est très facile d'en faire des nouveaux. Donc bon, c'est c'est vrai, je pense, mais
est-ce que ça veut vraiment dire que si on détruisait ces 50 000 nœuds, d'une manière ou d'une autre, le réseau tomberait? Je suis pas sûr non plus, quoi. Donc, faut faire attention à la formulation. Mais ouais, on peut dire que le réseau est constitué de ces 50 000 nœuds-là. Mais bon, 50 000, ça me paraît peu quand même. C'est pour ça que je suis surpris. Je pense, je suis pas, c'est pour ça qu'il doit y avoir un truc dans les ordres de grandeur qui nous échappe, mais 50 000, ça paraît peu. Ça voudrait dire qu'il n'y a que 50 000 personnes qui sont vraiment que des bitcoiners au point de faire tourner des nœuds. Enfin bon, après, il y en a toujours hein, qui ne Et sont dans pas. les 50 000, bah, à un moment, il y a un an, on avait les chiffres pour Umbrel. Umbrel représentait genre 14 000 ou 15 000 nœuds Lightning. Donc ça veut dire autant de Bitcoin. Donc il y a un an, il y avait 15 000, Au il moins. y avait 15 000 Bitcoin Core qui tournaient sur des Umbrel. Ben, même Ouais, plus si c'est que Lightning. Parce que j'imagine qu'il y en a plein qui l'utilisent sans utiliser Lightning, non? bah, c'était pas courant quand même. Non, non, mais à Ah ouais? l'époque où c'était pas forcément en application, il me semble. Quand on avait fait les premiers chiffres, Ok, ok. c'était pas encore séparé. Bref, donc voilà. Donc c'est pas évident de dire de dire que le réseau n'est constitué que de ça. Je sais pas, je sais pas. Mais bon, faut quand même se dire que 50 000 c'est énorme hein, en comparaison à ce qu'on retrouve plutôt dans le cloud entre guillemets distribué. 50 000 c'est vraiment énorme. Et Voilà. j'entends souvent dire qu'il y a que les nœuds listening qui comptent, entre guillemets. À quel point c'est vrai? C'est il compte plus. euh, Et s'il y en a plus, il y aura effectivement un problème. Pour autant, les nœuds qui ne sont pas listening ont quand même un rôle à jouer dans la propagation des transactions dans le réseau. Euh, Parce que, en gros, dans les nœuds privés qui n'écoutent pas, qui sont juste, qui sont pas listening, ils vont avoir 8 connexions pour diffuser les transactions et 10 pour diffuser les blocs. C'est 2 Et pour les c'est eux blocs, qui vont non? les initier. C'est 2 Pardon? pour les blocs, non? Ouais, c'est 2 mais blocs uniquement, ce qui fait 10 au Oui. total, parce que les 8 autres sont Oui, mais utilisés quand même. t'as dit 10 pour les blocs et 8 pour les transactions. Ah oui, bah c'est ça, c'est 2 pour les blocs uniquement, mais du coup 10 pour les blocs quand on inclut les 8 qui font tout. C'est Ah 8 oui, plus ok, 2. c'est Enfin juste bon, qu'il y en bref, a 2 qui font que les blocs et ceux des transactions font aussi les c'est blocs. ça. Ok, d'accord. Ok, Ouais. ok. Et ces connexions supplémentaires, elles ont été ajoutées pour éviter des attaques Eclipse, en fait. Pour éviter que tu sois pas, que quelqu'un, en regardant la propagation des transactions dans le réseau, sache avec qui tu es connecté et essaie de te déconnecter de tous ces nœuds-là, et ensuite de te forcer à te connecter que à des nœuds de l'attaquant. Mais en fait, il voit pas que tu avais aussi deux autres connexions avec des gens, mais uniquement pour les blocs. Et du coup, il a pas pu jouer sur les timings de propagation de transactions pour le savoir. Enfin Et bon, bref, c'était une attaque est-ce qu'il théorique. y a un, genre, je sais pas comment dire, mais un risque de split de la bonne chaîne entre les nœuds listening et les nœuds pas listening? Vu que... Non, parce que non, les nœuds listening, normalement, enfin, les nœuds qui ne sont pas listening, ils ne sont connectés qu'à des nœuds listening, Ah ouais, normalement. Ouais. ok. Donc, il peut pas y avoir de split. Il peut y avoir du split entre les nœuds listening, entre guillemets, mais c'est pas spécifiquement entre les nœuds privés et listening qu'il y aurait un split. Et du coup, au final, on est carrément dépendant du nombre de nœuds listening. Donc en fait, il vaut mieux avoir plus de nœuds listening que plus de nœuds tout court. Bah, c'est mieux pour le réseau, ouais. Parce que les nœuds listening sont des nœuds qui peuvent servir les autres nœuds. En tout cas, qui peuvent les servir sans devoir être initiateurs. Alors que dans les cas des nœuds, les nœuds privés, eux, ils servent aussi. Tu vois, quand je t'ai parlé de split de nœuds listening, si tu es connecté à deux nœuds listening et que ces deux nœuds, ils sont en train de split, ils ont pas le même réseau, bah toi, en tant que nœud privé, tu peux recréer la connexion. C'est pour ça que je te dis qu'un nœud privé est pas complètement inutile d'un point de vue propagation des transactions dans le réseau. Mais en revanche, il faut quand même qu'il y ait des nœuds listening parce que les nœuds privés ne peuvent que se connecter avec des nœuds listening. Ils ne peuvent pas se connecter avec des nœuds qui n'autorisent pas des connexions entrantes, évidemment.
Donc les nœuds non listening ne peuvent pas se connecter entre eux. Par contre, les nœuds listening, ils servent quand même aussi les nœuds, enfin les nœuds non listening servent aussi les nœuds listening. Donc c'est là que je veux dire qu'il y a c'est là que je veux dire que les nœuds listening, ils sont importants, il faut qu'il y en ait. Et ils comptent plus parce qu'ils vont avoir plus de connexions, donc ils vont permettre la diffusion plus rapide des transactions. Et c'est comme ça, c'est sur ce principe-là que se base Airlay pour reproduire un peu le système de dents de lion. Donc le système de transactions un petit peu confidentiel, puis qui explose d'un seul coup dans le réseau de façon à pas pouvoir savoir qui l'a broadcasté initialement. Euh, mais s'il n'y a pas beaucoup de nœuds listening, c'est pas grave entre guillemets quoi. Parce que les nœuds listening peuvent difficilement être en inconsistance entre eux, parce qu'il y a justement plein de nœuds privés pour rétablir la consistance si jamais il y a un problème. Et après, les nœuds non listening, putain, j'arrive pas de confondre. Eux, ils écoutent les nœuds listening, Et donc ça va. est-ce qu'on Enfin peut bon, être, bref. est-ce qu'on peut être listening Tor only? Ok. Oui, moi c'est le cas par exemple. Je suis listening et Tor only. Parce que j'ai Euh, l'impression que souvent, et je pensais ça aussi au début, je pense que souvent les gens pensent qu'on peut être listening quand on ouvre notre port, etc. Tu vois, uniquement IPv4 ou oui, IPv6. Et oui, en oui. fait, Mais on oui, peut pas être du tout. listening Ok. avec Tor. C'est pour ça, mais en fait, les paramètres sont un peu bizarres. C'est pour ça que je dis que c'est rarement le cas en général. Parce qu'en fait, faut mettre un truc genre listen oignon en particulier dans le fichier de conf. Parce que listen tout court, ça va pas marcher. Et faut setup après les trucs Tor dessus. Je me rappelais que c'est des paramètres qui sont un peu bizarres à setup, quoi. C'est pas aussi clair, c'est pas très très clair, quoi. Donc, du Et coup, bah. Tu cherches on pas n'est pas trop. listening par défaut, juste pour une question de bande passante? Je pense, ouais. Oui, oui. Par défaut, t'es pas Ok. listening. Et du coup, dès que tu as suffisamment de bandes passantes, c'est très recommandé d'être listening sur Tor, quoi. Bah, si tu veux servir le réseau, ouais. Du coup, comme ça, il y a plus de nœuds listening sur Tor, et puis bah, Tor, après, il peut servir à réduire les inconsistances les éventuelles inconsistances entre les nœuds listening qui sont clear net, quoi. Donc, puisque du coup, eux vont être connectés à quelques nœuds Tor aussi, quoi. Bon, bah, pour tous ceux qui nous écoutent et qui ont un nœud Bitcoin, pensez à activer l'option pour écouter sur Tor. Voilà, si vous le pouvez, si vous n'avez pas de problème avec la bande passante, si vous la payez pas, ce qui est généralement le cas en France, euh, si vous utilisez votre fournisseur d'accès Internet normal, pas un fournisseur d'accès Internet mobile, évidemment, bah, dans ce cas-là, c'est pas mal de se mettre en écoute parce que du coup, comme ça, on sert le réseau, on permet de rendre le réseau plus résilient encore. Et surtout, Ça fonctionne comment? C'est dans le point conf? Le listening, c'est dans le point conf. Ouais. Faut Ok. aller regarder dans les. Il y a listen égale 1 et il y a listen, il y a onion only listen ou un truc comme ça pour Tor quand tu veux être listen mais uniquement sur Tor. et, Parce que se mettre en listen sur ClearNet, c'est généralement plus compliqué parce que il faut ouvrir un port du coup sur sa box et donc ça peut être un vecteur potentiel de désanonymisation. Donc il faut faire attention. Voilà. ouais, et du coup, sur Umbrel, c'est assez facile. Il y a une nouvelle interface pour configurer le nœud directement sur votre interface web. Et du coup, il me semble que c'est juste un truc à cocher pour activer ça. Donc, si vous avez un Umbrel, pensez à l'activer. Généralement, en France, dans les grandes villes, on n'a pas trop le problème des bandes passantes. Donc, ça coûte rien. Vous pouvez le faire. Voilà. Ouais, voilà. Bon, et bah, parfait. On va pouvoir commencer Le vrai sujet. le vrai sujet du jour. Le vrai sujet du jour. Alors, Je sais pas si toi tu avais des choses particulières dont tu voulais parler là-dessus j'ai pensé à des points. J'ai pas regardé précisément chaque point. Mais
déjà, on va forcément parler du splicing. On peut peut-être commencer par ça, Ouais, à moins que tu quelque chose de mieux en tête pour le début. Et je parlerai bien des hierarchical channels. Enfin, j'aimerais bien qu'on parle des hierarchical channels. Je sais pas si c'est plutôt dans la première ou la deuxième partie. Je pense plutôt la deuxième. c'est entre les deux, ouais. Et, Au moins, ouais. et quoi, on pourra rementionner les channels et tout. Même, Et puis les routes planning un peu. voilà, voilà. Donc on peut commencer par le splicing, je pense. Ok. Bon, tu veux en parler ou j'en parle du coup? Et bah techniquement, j'ai pas de grande idée comment ça fonctionne le splicing, mais pour faire une définition rapide, c'est le fait d'agrandir ou de réduire la taille du channel Lightning. Donc aujourd'hui, quand on ouvre un channel Lightning, on envoie des fonds dans un multisig. Et après, si on veut agrandir ou réduire le channel, bah, tout simplement, c'est pas possible. On doit le fermer et en rouvrir un autre. Et du coup, c'est pas forcément pratique pour plein de raisons qui semblent assez évidentes, notamment les frais. Parce que du coup, fermer et rouvrir, ça fait deux transactions, alors que juste rajouter des fonds, ça en fait une seule. Donc du coup, ça fait moins de frais. Et à un moment, on va avoir des problèmes au niveau des frais. Et ça serait aussi pratique, par exemple, pour les LSP comme A5. Sur le wallet Phoenix, à chaque fois que vous prenez un paiement entrant, que vous avez pas assez de liquidité, ben, il vous ouvre un nouveau canal. Et donc, du coup, avec du splicing, au lieu d'avoir 15 canaux, 20 canaux et autant du TXO, enfin, autant du TXO pour vos canaux, et ben, ils pourront tout simplement changer la taille d'un seul canal. Pour eux, Ouais. c'est plus simple à gérer. Pour nous, je sais pas à quel point enfin, je sais pas si ça nous change grand-chose, mais c'est déjà une amélioration, quoi. Ouais, pour les LSP, c'est vraiment intéressant parce que ce qui est intéressant dans le splicing, c'est que le canal, il peut continuer d'être utilisé alors que la transaction est en cours de confirmation. Donc, c'est-à-dire que le changement de taille du canal Lightning doit quand même se faire avec une transaction on-chain qui va soit dépenser une partie des fonds du canal quand il s'agit de réduire sa taille, soit ajouter des fonds en consolidant en fait, l'UTXO du canal avec une autre UTXO pour ajouter des fonds. Et le temps qu'en fait que cette transaction soit confirmée, notamment lorsqu'il s'agit de réduire la taille du canal, on peut continuer d'utiliser le canal normalement. Donc ça, c'est assez intéressant, surtout pour un LSP, parce que euh, il va pouvoir mettre des frais qui sont pas très élevés pour ça, parce qu'il sait qu'il garde globalement la même sécurité, entre guillemets, que le canal, que le premier canal qui a été confirmé il y a déjà très longtemps. Donc il peut mettre des frais très bas. Et puis il peut continuer d'opérer le canal avec la contrepartie, avec son client, entre guillemets, pour recevoir de l'argent, notamment en général, puisque je pense que ce sera surtout que les gens veulent retirer des fonds, mais continuer à pouvoir recevoir de l'argent. Et c'est un peu plus touchy quand il s'agit d'augmenter la taille du canal Lightning, parce que quand on augmente le canal de la taille Lightning, ça dépend qui en fait apporte les fonds en supplément. Si une personne veut augmenter sa capacité, enfin la liquidité qu'il a de son côté dans le canal, il va contribuer avec une UTXO qui vient de chez lui. Et potentiellement, il pourrait tenter de double dépenser la transaction de splicing lorsqu'il fait une transaction qui ajoute des fonds. Donc ça, c'est un risque potentiel pour le LSP. Et donc peut-être que là, il faudra maintenir. Ça n'empêche pas que le canal peut continuer de fonctionner, mais c'est juste que le fonctionnement va être un petit peu différent d'habitude. Donc pour rappel, quand on fait des transactions sur un canal Lightning, on a ce qu'on appelle des commitment transactions, donc des transactions qui, euh, qui engagent, qui indiquent le dernier état, qui précisent quel est le dernier état sur lequel on s'est accordé pour redistribuer les fonds du canal Lightning. Et cet état, c'est le résultat de toutes les transactions qui sont passées par le canal. Et
Et donc, il faut en permanence conserver une transaction qui permet unilatéralement de fermer le canal depuis l'UTXO du canal. Et le problème, c'est que quand on fait un splicing pour sortir des fonds du canal, on va créer une transaction qui va dépenser l'UTXO du canal, sauf que cette transaction, elle, ne sera pas révocable. Et cette transaction, elle va avoir comme sortie une autre sortie qui est le multisig avec les mêmes clés, quelque part, et une sortie qui est en fait l'argent qui est récupéré par la partie qui voulait réduire la taille du canal. J'ai mis un petit graphe, Euh, j'ai ouais, t'as ouais. un truc. C'est juste les 2 trucs avec Ah oui, il les est très bien. transactions, c'est ce que tu es en train d'expliquer. Ouais, ouais, il est très très bien. Donc là, je suis en train d'expliquer le, je suis en train d'expliquer le splice in, du coup, je crois, là, hein. Donc, ah non, je suis en train d'expliquer le splice out. Donc en fait, il faut à chaque fois, en fait, il y a toujours ces transactions de commitment qui sont des transactions qui sont vouées à être publiées que s'il y a fermeture unilatérale du canal. Et donc quand on veut diminuer la taille du canal, on prend la transaction de funding, donc qui est à gauche, et donc la diminution du canal, c'est le splice out, hein, puisqu'on veut sortir des fonds. Et puis bah, on a des commitments de transaction euh, qui sont conservés, qui sont l'original, comme au tout début, la première ligne du dessin qu'a mis Lounès en illustration. Et puis, on va créer une nouvelle funding transaction qui va redonner de l'argent à Alice. Donc ça, c'est ce que l'on voit à droite de la ligne tout en bas. Et puis, cette funding transaction, comme c'est une transaction multisig, on va toujours aussi conserver des commitment transactions, donc des transactions qui permettent la fermeture unilatérale du canal. Et donc là, avec indiqué new, parce que bah, ces commitment transactions, elles dépensent une nouvelle UTXO qui n'est pas la même. Et donc on peut continuer de modifier les états, on peut continuer d'utiliser le canal en créant de nouvelles commitment transactions, mais dans le new, dans des commitment transactions qui dépensent la nouvelle transaction funding. Et ce, avant même que la transaction funding soit confirmée. Et si mettons que Alice enfin que Bob ou Alice tentent de fermer le canal, mais sur la transaction funding qui, elle, a été confirmée il y a longtemps, et en utilisant des commitment transaction qui étaient dans la transaction funding originale, eh bien, dans le cas du splice out, ça reste pas un problème puisque bah, la contrepartie va pouvoir récupérer tous les fonds, puisque les, enfin, elle va pouvoir récupérer tous les fonds, ce qui est donc normal, le fonctionnement normal de Lightning. Alors que si si on prend le splice in, dans le cas du splice in, on prend la funding transaction et on va la consolider avec une UTXO d'Alice. Donc ça, c'est ce qui est à gauche, dans la ligne au milieu du dessin de Lounès. Et là, Alice pourrait tenter de double dépenser sa transaction qu'elle consolide avec la transaction funding. Et donc là, il y a un risque potentiellement. Donc c'est là qu'il faut conserver, il faut mettre à jour les commitments. Si on continue d'utiliser le canal, il faut le mettre à jour pour la nouvelle transaction funding, mais aussi pour l'ancienne, au cas où Alice tente de double dépenser sa transaction de consolidation pour ajouter des fonds dans le canal Lightning. Donc il faut faire attention à ça. Euh, voilà, l'idée, ça va être on va fonctionner différemment pendant le temps que la transaction de splicing soit confirmée. Mais l'avantage, c'est que bah, du coup, il n'y a aucune interruption de service. On peut toujours utiliser le canal Lightning alors que la capacité est en train d'être changée. Et puis, bah, du coup, un des gros avantages du splicing quand on est un opérateur de routage et qu'on n'est pas vraiment un client d'un LSP, d'un Lightning Service Provider, d'un wallet, quoi, qui nous fournit de la liquidité tout seul, c'est que il n'y a pas quand on ferme dans, le- dans la manière qu'on a de décider des chemins des paiements, il y a un système de réputation sur les canaux, c'est-à-dire que
les wallets Lightning maintiennent un score de réputation pour les différents canaux en disant bah, j'ai essayé de faire passer un paiement par ce canal-là, ça a marché, donc j'ai augmenté son score de réputation. Et puis j'ai essayé de faire passer un paiement par cet autre canal-là, ça n'a pas marché, donc j'ai baissé son score de réputation. Et donc un truc notamment, c'est que bah, il peut se faire qu'on avait un canal assez vieux avec une très bonne réputation et puis on veut en changer sa capacité. Et le problème, c'est qu'on est bloqué parce que si on ferme le canal et qu'on en ouvre un nouveau avec une capacité différente, bon, bah, au-delà des frais de transaction qu'on paye, il y a aussi la perte de réputation qu'on avait avec ce canal auprès des différents nœuds Lightning qui existent dans le réseau. Et donc, bah, ça peut être intéressant d'avoir un splicing justement pour pouvoir conserver la réputation du canal. Ce qui est, parce que bah, du coup, ce sera, on va dire, euh, très facile d'identifier que c'est exactement le même canal. Et je pense que bon, je sais pas après au niveau de l'identification sur le réseau de Gossip, je sais pas exactement comment ça va se passer, mais je pense que du coup, on va pouvoir transférer la réputation des canaux dont on change la capacité. Donc ça, c'est intéressant quand on est opérateur de routage, parce que bah, la perte de enfin, quand on est opérateur de routage, concrètement, son fric, on se le fait sur la réputation. Hein. Il faut avoir une bonne réputation pour que des gens veulent se connecter à notre nœud, que les gens veulent utiliser notre nœud pour faire leur chemin de paiement. C'est pas qu'une question de mettre les bons frais, c'est aussi une question de réputation. Et donc, bah, si on peut éviter de fermer ces canaux à tout bout de champ, bah, ça aide, quoi. Donc, ça peut être ça aussi l'utilité du splicing. Voilà, donc, voilà. Et ce qui fait qu'en fait, un splicing, on peut continuer d'utiliser un canal Lightning alors qu'on est en train de changer sa capacité et que la nouvelle transaction n'est pas confirmée. C'est toujours la même raison qui fait qu'on utilise des canaux Lightning. C'est que on ne peut pas facilement double dépenser des transactions dans des canaux Lightning parce que les seules doubles dépenses qu'on peut faire, ce sont les doubles dépenses que notre contrepartie a signées. Donc la seule chose qu'on peut faire, c'est remontrer des transactions du passé. Et donc c'est pour ça que le splice in est le plus risqué parce que Alice, dans le cas du splice in, peut double dépenser sa transaction parce qu'elle va, quand elle va rajouter de l'argent dans le canal, elle va utiliser une UTXO dont elle seule a le contrôle. Et donc elle peut la double dépenser. Mais sinon, bah, dans un canal Lightning, on ne peut pas double dépenser les fonds d'un canal Lightning, et heureusement, hein, parce que sinon, bah, on n'utiliserait pas Lightning, et c'est ce qui fait qu'on n'attend pas de confirmation. C'est que bah, justement, on a besoin de la signature de la contrepartie, donc on n'a pas de possibilité de double dépense. Et le splicing, en fait, joue sur ça. C'est vraiment de dire, bah, en faisant ça, ok, on économise des frais de transaction, mais on peut aussi maintenir le canal parce que bah, personne ne peut double dépenser cette transaction facilement, quoi, de splicing. Donc c'est ça qui est intéressant Et aussi, c'est une certaine élégance du truc, quoi. Ouais, un peu à ce propos, dans le mail de Bastien du 31 mars, à la toute fin, il dit qu'ils ont découvert que ça allait être sûrement tricky d'implémenter du zero conf splicing. Euh, du splice in, c'est ça? splicing, pas for in ou out, c'est pas spécifié, juste zero conf. Ok, Il dit que ça peut être bah tricky et que il faut faire attention aux scénarios dans lesquels le pire force clause, en utilisant un commitment inactif qui oui, finit par double spend, ce qu'on pense être le seul commitment actif, mais qui n'est pas confirmé. Je peux te le lire en anglais si c'est plus clair, oui, si c'est plus clair, mais et en gros, il dit il faut qu'ils en discutent et qu'ils voient comment réduire le risque d'introduire des vulnérabilités là-dedans. ouais, oui, oui, bah c'est pas évident parce que justement, tu dois quand même, notamment dans le cas du splice in, quand tu rajoutes des fonds dans un canal, il faut vraiment faire attention aux doubles dépenses et aux éventuelles force clauses qui peuvent se produire. Et voilà, donc c'est pas évident, effectivement. C'est- Après, c'est pas impossible à gérer, mais ça peut impliquer des communications assez lourdes entre les pairs le temps que la transaction se confirme, quoi. Ça reste quand même un peu touchy, quoi.
Mais bon, ça va prendre son temps, c'est Ouais, en réflexion. Je crois que Eclair, j'ai vu ça dans le hot take aujourd'hui, Eclair a une PR, une pull request pour, je sais pas si ça a été merge pour justement le splicing, mais ils en bah, parlaient dans la Bitcoin hot ça a take. été merge en fin janvier. Donc en fait, Eclair a quasiment tout le code pour le splicing. Et il me semble d'ailleurs, on en parle aussi aujourd'hui parce qu'il y a 1 ou 2 semaines, ils ont encore fait ils ont merge les specs dans les bolts. Ok, Si je me trompe pas. À moins que je confonde avec autre oui, chose, mais c'est il me semble possible. que En c'est fait, ça, oui. après, il y a ça et il y a les route blinding aussi qui ont été merge très récemment. Ouais, donc franchement, ça c'est beau ce qui arrive, ça va être bien pratique. Surtout Ça que avance je bien, pense que ouais. eux, ils ont vraiment hâte de l'utiliser parce que avec Phoenix, ouais, Simplifie ça va vraiment de leur beaucoup la simplifier la vie, ouais. vie. Mais donc j'ai Et ça va l'impression que être beaucoup plus facile. c'est presque prêt de leur côté. Et puis en plus, eux, ils ont pas trop de soucis à se faire. Ils n'ont pas trop de soucis à se faire, pour ça parce que du coup, Phoenix, c'est un nœud éclair, le nœud A5, c'est un nœud éclair, donc du coup, en fait, la communication entre les 2 pour faire le splicing, elle sera simple au début. Ils ont pas besoin d'attendre que les autres l'implémentent pour pouvoir l'utiliser dans leur solution. Et c'est surtout que c'est là que c'est le plus pertinent, donc pour eux, c'est vraiment, enfin, c'est vraiment un investissement qui paye, quoi. Ouais, carrément. Ouais. Ils vont pouvoir vraiment réduire leurs coûts et, euh, et puis bon, bah, c'est beaucoup plus facile. Enfin, tu vois, tu auras moins de surprises sur les frais. Quand tu veux onboard des gens, tu auras moins de gens qui vont te dire, eh, mais pourquoi d'un seul coup j'ai payé des gros frais? Ce sera moins courant parce qu'ils pourront plus facilement gérer les capacités de tous leurs canaux avec leurs nœuds, quoi. Donc c'est quand même assez pratique. Ouais. Ouais. Quelqu'un a une question sur le splicing? N'hésitez pas. Et tu voudrais rajouter quelque chose là-dessus, Panta, niveau technique, ou comment ça fonctionne, tout ça, ou ça te paraît OK? Bah, pour l'instant, faudrait que je regarde les specs. Donc pour l'instant, je peux pas en dire plus. Mais de toute façon, on en reparlera lorsque ce sera utilisé en prod, si on commence à voir des choses. Carrément, on pourra faire un petit épisode d'update, bah, justement quand A5 sortira vraiment le truc et annoncera l'utiliser pour Phoenix, ça sera l'occasion. Ouais. Et du coup, avant de passer à la suite, il y a FX qui nous dit qu'il pense que Luc veut pas trop parler de sa méthodologie parce qu'il a un DNS seed et qu'il compte les pings sur son nœud. Des NS quoi? Il maintient un serveur DNS de seed. Ah, Et donc du ah oui, coup, d'accord. FX pense il compte les pings sur son nœud, comme ça, quoi. Et du coup, c'est D'accord. pour ça que ça serait pour ça que Luc veut pas trop en parler parce que c'est un bon point de centralisation, enfin, c'est un peu touchy, Ouais, quoi. c'est pas faux. Ouais, c'est pas faux, c'est pas impossible. Voilà, Ouais, voilà, c'était la petite c'est parenthèse. pas impossible. Ouais, effectivement, c'est une réflexion qui est tout à fait juste. C'est possible que ce soit ça et que du coup, ils ne veulent pas en parler plus. Mais ok, ouais, bonne remarque. La suite, c'est le route blinding, je Ouais, pense. Ça me paraît on peut parler du rule blinding, ouais. qu'on en avait déjà vite fait parler Il me semble qu'on en a parlé lorsqu'on peut-être dans un question-réponse, enfin, un sujet libre, non? et on en avait un peu parlé aussi dans les nouvelles façons de router quand on avait fait notre space cake sur le routage. On avait un petit peu parlé de ça aussi, je crois. Ouais, ouais. Euh, mais donc aujourd'hui, actuellement, on n'utilise pas le route blinding, mais les spécifications ont été merge très Ouais, bah, voilà, récemment. mais c'est avec ça que j'ai Euh, confondu. C'est pas le splicing qui a été merge, c'est le rule blinding. ouais, donc le route blinding, ça a été merge il y a 2-3 semaines, je crois. Donc pareil, gros boulot de Bastien de la 5 pour pousser cette innovation-là dans les specs. Euh, donc actuellement, quand on fait du routage, c'est toujours l'envoyeur qui définit le chemin que va suivre le paiement dans le réseau Lightning. Et évidemment, le problème, c'est que du coup, le receveur doit lui indiquer la destination de la route que va créer l'envoyeur. Donc en fait, le destinataire il doxe son nœud auprès de l'envoyeur
pour que l'envoyeur puisse trouver un chemin vers le nœud du receveur et pouvoir payer. Donc ça, c'est un gros problème. Donc enfin, je pense que si on n'a pas de Lightning sur les marchés noirs, c'est aussi parce que les marchés noirs, ils seraient obligés de se doxer pour pouvoir recevoir des paiements Lightning, ce qui est quand même un petit peu problématique, vous en conviendrez. Donc le route blinding, ça répond à cette problématique-là. C'est comment on peut faire pour que le receveur puisse lui aussi choisir une partie de la route que va utiliser le paiement pour pouvoir se masquer auprès du receveur, de celui qui envoie. Donc en fait, c'est très inspiré de ce qu'on pourrait appeler le rendez-vous routing ou des choses de ce type-là. Enfin, c'est très inspiré de comment ça se passe quand vous vous connectez à un service caché sur Tor. Donc sur Tor, vous savez, il y a le principe de Tor, c'est qu'avant d'accéder à un site internet, vous allez passer par trois ordinateurs différents, et vous allez chiffrer les informations, les paquets que vous envoyez en plusieurs couches, comme un oignon. C'est pour ça que ça s'appelle Tor, le onion routing. On va chiffrer les couches les unes sur les autres dans l'ordre en fait dans lesquels on va passer à travers les serveurs dont la clé qui ont doxé qui donnent leur clé publique. Donc en faisant ça, chaque serveur tour à tour va pouvoir déchiffrer la couche, la couche qu'il voit, il va pouvoir la déchiffrer avec sa clé privée, parce qu'on l'a chiffrée avec sa clé publique. Et puis il va pouvoir passer le résultat au serveur suivant. Et il n'y a que le dernier serveur, donc le troisième, qui va obtenir un résultat qui est quelque chose de compréhensible pour un site internet normal. Et il va envoyer le paquet au site internet normal qui va répondre. Et ça va être envoyé par la même série de serveurs ça va être envoyé vers votre adresse IP. Et donc comme ça, vous pouvez vous masquer auprès d'un site. Le site ne sait pas qui vous êtes, il voit uniquement l'adresse IP du serveur de sortie, donc c'est-à-dire le dernier serveur que vous avez utilisé. Et puis le serveur de sortie, lui, pareil, il voit qu'un serveur encore avant. Et puis ce serveur au milieu, lui, il voit juste qu'il envoie des paquets Internet entre deux serveurs Tor, et puis c'est tout. Et puis voilà, donc il faut une collaboration des différents serveurs Tor pour pouvoir retrouver le trafic, la route que vous avez utilisée. Donc l'idée, c'est que en fait, on force cryptographiquement les choses l'envoyeur, celui qui veut contacter un site internet, il force les choses avec de la cryptographie, il force les gens, le paquet à suivre un certain chemin, et c'est ce qui fait que il peut s'anonymiser. Et le problème, c'est que en faisant ça, vous accédez à un site, mais le site, lui, il a une IP publique. Et donc évidemment, si on parle d'un marché noir, le marché noir, il va pas avoir une IP publique, parce que s'il a une IP publique, globalement, c'est très facile de retrouver où il est, d'essayer de récupérer des informations sur ce qu'il a fait, etc. Enfin, donc un site qui veut se cacher, il va faire un service caché. Donc ça, c'est toutes les adresses en point oignon que vous avez sur vos nœuds Lightning, sur les nœuds Bitcoin et tout ça. Et le principe du service caché, c'est que avant d'accéder au site, vous allez devoir passer par trois autres serveurs, encore une fois. Et en fait, le route blinding, c'est exactement la même chose du point de vue du routage Lightning, c'est que le receveur d'un paiement va forcer votre paiement à passer par d'autres nœuds Lightning que lui aura choisi, mais pas vous. Donc en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vous donner un point de rendez-vous, il va vous dire, dans son invoice, il va vous dire, voilà, il faut que tu payes cette somme à ce nœud, et en plus de la somme et du paiement, tu ajoutes un message qui est celui-là, et c'est un message qui est évidemment chiffré. Et quand le paiement va arriver au nœud de rendez-vous, le nœud que vous a donné en rendez-vous celui qui doit recevoir l'argent, le nœud de rendez-vous, il va voir le message que vous avez ajouté et il va se dire, ah bah tiens, ça je peux le déchiffrer. Et il va le déchiffrer et il va trouver une suite d'instructions qui lui dit, le paiement que tu viens de recevoir, si tu veux trouver la préimage du paiement pour recevoir tes petits frais, il faut que tu le routes à tel autre nœud en lui rajoutant
tel message chiffré. Et donc là, en fait, du coup, il transfère non pas le paquet, cette fois-ci, pas le paquet Internet, mais le paiement, il transfère ce paiement, il ouvre un HTLC vers un autre nœud en suivant ses instructions. Évidemment, c'est bien fait, il avait déjà un canal d'ouvert avec ce nœud. Hein, le receveur, il a connaissance de l'état du réseau Lightning, donc il peut faire ça, il peut décider d'un chemin qui existe vraiment. Et, et donc, du coup, cet autre nœud, il va faire la même chose. Il va regarder, il va recevoir le HTLC, il va dire, ah bah tiens, c'est un paiement en route blinding. Bon, il faut que je déchiffre le message. Il déchiffre le message, il voit quelle est l'instruction qui suit, et donc il va transférer le paiement au nœud suivant, etc. Et puis à un moment, le paiement, il va arriver au receveur, et le receveur, il va pouvoir donner la préimage, et on va pouvoir settle, on va pouvoir régler, complètement finaliser le paiement, et fermer la route. Enfin, et faire, voilà, et retirer tous les HTLC. Donc l'avantage, c'est que l'envoyeur, là, lui, ce qu'il sait, c'est uniquement un point de rendez-vous avec un payload, c'est-à-dire avec une charge chiffrée, dont il sait que ça va permettre de réaliser le paiement pour telle somme. Donc au mieux, ce qu'il peut essayer de faire pour essayer de retrouver la personne qui a été payée, le nœud qui a été payé, il peut essayer de renvoyer un paiement avec la même charge chiffrée pour voir si ça repasse et essayer de regarder avec des timings quel pourrait être le nœud concerné. Mais c'est quand même très très difficile, ça peut lui faire perdre pas mal d'argent aussi, et puis tout simplement, le nœud de réception, lui, il peut ne plus laisser le paiement passer, ne plus donner la préimage, puisque de toute façon, la préimage, elle est déjà connue par les différents nœuds intermédiaires, puisque on peut que refaire exactement le même paiement avec la même préimage. Et, et donc, du coup, ça fait que le nœud de réception, il peut se cacher derrière des canaux privés. Et en plus de ça, il n'a pas à dire à son. Il a rien, il n'a pas d'informations à donner sur ces canaux privés. C'est-à-dire que si vous avez un canal privé avec un nœud et que vous utilisez route blinding, la seule personne qui sait que vous devez passer par un canal privé, c'est littéralement la contrepartie avec qui vous avez un canal privé. Donc ça, c'est très intéressant quand un receveur d'argent via Lightning veut éviter d'être doxé par les personnes qui lui envoient de l'argent. Donc ça, évidemment, c'est pas rien, surtout pour le marché noir, forcément, parce que le marché noir, évidemment que les Feds, ils vont essayer de payer des gens sur le marché noir pour pouvoir tracer leurs paiements. Donc là, évidemment, c'est plus compliqué quand on utilise le route blinding. Bon, et puis évidemment, encore une fois, c'est très pratique quand on combine ça avec un LSP, parce que le LSP, lui, peut supporter le route blinding pour anonymiser ses clients. Ça le protège lui aussi un peu de la réglementation, parce que comme ça, il peut se dédouaner et dire que lui, il sait rien de ce qui se passe sur les paiements. Il voit des paiements passer, mais il sait même pas d'où ils viennent et tout ça. Donc voilà, ça donne plus de résistance à la censure et plus de privacy. Donc c'est une très grosse innovation. Enfin, parce qu'il faut quand même se rappeler que Lightning, hein, c'est pas l'idée de Lightning, c'est pas du tout d'être privé au départ. Hein. L'idée de Lightning, c'est d'être plus scalable en termes de paiement, et ça fait très bien ce boulot-là. Et effectivement, un petit bonus, c'est qu'il y a privacy, une confidentialité qui est d'un genre un peu différent de celle qu'on a en faisant des CoinJoin, des choses comme ça. Euh, mais c'est pas enfin, c'est pas la panacée, quoi. C'est pas une vraie privacy. Et en l'occurrence, lorsqu'on doit recevoir de l'argent, on n'est pas du tout privé sur Lightning. Et on est privé que dans l'argent qu'on envoie. C'est pratique pour dépenser son argent, mais c'est pas pratique pour le recevoir, en fait, en termes de privacy. Et donc, ce qui est bien, c'est que route blinding permet de réduire cette asymétrie, quoi. Le route blinding, ça fait que vous allez devoir, par contre, payer des frais en tant que receveur pour qu'un paiement puisse passer avec ce genre de route que vous avez vous-même créé, parce que simplement, votre contrepartie, elle ne sait pas combien elle doit payer en frais pour pouvoir permettre au paiement de passer. Donc, c'est vous qui devez les payer quand vous recevez l'argent. Donc, ça va créer un nouveau système de frais, entre guillemets, où il y aura des frais pour celui qui envoie pour aller jusqu'au point de rendez-vous, et puis des frais pour aller du point de rendez-vous jusqu'au receveur qui sont payés par le receveur. Et donc ça donne un peu plus de confidentialité
aux marchands notamment. Donc c'est quand même pas rien. Voilà. Je sais pas si tu as autre chose à ajouter, quelqu'un a quelque chose à ajouter là-dessus? Et ça c'est pour très bientôt parce que, bah, ça a été merge, voilà, ça a été merge donc maintenant, je crois qu'en termes d'implémentation donc évidemment que Eclair, hein, ça fait déjà quelque temps qu'ils ont une implémentation sous le coude, et je crois que, Core Lightning va le supporter aussi. Voilà. Ouais, c'est bien. C'est bien. J'ai découvert qu'il y avait un Je sais pas pour soundboard. LND. Je sais pas pour LND, s'ils prévoient de le supporter, soon ou pas. Parce que c'est toujours un peu compliqué. LND, ils Mais aiment bien faire LND, les ils font choses de les leur trucs côté, de leur côté, ils suivent pas les specs, ils s'en battent un peu les couilles du développement du truc. Ils lèvent des fonds, ils sont à fond sur Taro, et puis voilà, quoi. voilà. Et par contre, de l'autre côté, t'as A5 qui fait énormément de boulot pour les specs et qui jamais essayé Claire Ouais, d'ailleurs. c'est assez impressionnant ce qu'ils font pour les specs d'ailleurs, à 5 Vraiment, je pense que C'est c'est eux qui font français. tout le truc. Et oui, c'est français, c'est pas mal, hein, c'est français. Voilà, Pas mal, donc non? c'est bien. C'est français. Voilà. Et bon, je sais pas si après, je sais pas, c'est vraiment très cool comme mise à jour. Après, je sais pas ce qu'on pourrait ajouter, mais c'est vraiment très cool parce que bah clairement la privacy en receveur, ça manquait terriblement. Maintenant, Lightning, c'est toujours pas privé, hein. Si vous êtes un nœud de routage, vous êtes doxé, complètement doxé, et pas qu'un peu parce qu'on sait à peu près combien vous avez. Donc toujours pareil, hein, imaginez pas que, Lightning d'un seul coup ça devient une bonne solution pour anonymiser ses fonds. Si vous voulez anonymiser vos fonds, vous utilisez Whirlpool et c'est tout. Sinon, bah, après il y a le sujet, bah, là on t'en a un peu parlé, Lounès avec Taro, il y a un peu le sujet des tokens sur Lightning, bon, ou en tout cas de smart contracts, de programmation sur Lightning. Donc récemment, RGB a, entre guillemets, finalisé ses spécifications pour tout ce qui est on-chain, pour que tout ce qui est Lightning, c'est encore un petit peu rudimentaire, mais ça commence. On a eu donc, Federico Tanga qui travaille chez Bitfinex et son équipe, ils ont un wallet RGB Lightning. Donc on commence à avoir des canaux Lightning qui supportent des jetons. Par contre, ces canaux-là imposent de refaire tout un réseau pour transporter la valeur avec ces jetons-là. Donc, c'est pas non plus comme faire un grand DEX, un grand Decentralized Exchange, comme on l'imaginait dans certains trucs d'RGB. Là, c'est pas possible. Bah, c'est ce qu'ils Euh, ont prévu, mais bon, ils ont besoin de temps, quoi. Euh, voilà, co- on va Attends, dire que la chose est un peu, voilà, c'est comment ils ambitieux. appellent ça? Spectrum. Voilà, Spectrum. On en reparlera quand on fera nos épisodes sur RGB, ce qui arrive bientôt, hein, petit teaser. Mais oui, voilà, donc il y a aussi des canaux Lightning qui vont commencer à supporter d'avoir des tokens. Et là, pour l'instant, enfin, en tout cas, pour tout ce qui est du wallet de l'équipe de Federico, de Bitfinex, bon, c'est du RGB, c'est du Lightning normal, mais ils ajoutent des up return en fait dans les transactions qui dépensent l'UTXO du channel. Et ces up return, bah, ils indiquent globalement comment sont répartis les jetons, les jetons entre guillemets RGB lorsque le canal est fermé unilatéralement. Voilà, voilà. Et je pense qu'on va pouvoir passer à la partie 2 parce que bah voilà, là on a parlé de canaux Lightning normaux, qui restent normaux, c'est-à-dire qu'ils utilisent le même système de Pundrija qu'on a décrit, qu'on qu'on utilise aujourd'hui en production. Et pourtant, ils supportent des jetons, mais il va certainement exister des canaux Lightning légèrement différents qui supporteront encore mieux les jetons.
notamment maintenant que Taproot a été activé et que Music 2 a été merged. Donc Music 2, le BIP pour Music 2, il a été merged il y a quelques semaines aussi. Donc ça y est, on peut enfin faire du multisig qui ressemble à de la signature simple. On commence enfin à avoir une spécification pour faire ça. Donc maintenant, faut attendre que l'implémentation prenne, on va dire, soit adoptée par les développeurs. Mais aussi, pourquoi on parle de Music 2? Parce que c'était l'élément, la brique essentielle pour pouvoir partir sur des canaux Lightning qui sont faits avec des adresses Taproot. Donc des canaux Lightning où l'adresse du canal est juste une clé publique Taproot, tout ce qu'il y a de plus classique, sauf que c'est en fait une clé qui est obtenue via un MUSIG des deux clés publiques des deux personnes qui maintiennent le canal. Donc, bah, ça c'est déjà une première chose qu'on peut imaginer, c'est on continue d'utiliser les mêmes canaux Lightning comme d'habitude, sauf que maintenant, l'adresse du canal, c'est plus une adresse Segwit V0, c'est une adresse Segwit V1, donc une adresse en BC1P P. du coup, avec une clé publique qui ressemble à une adresse Taproot normale, comme toutes les adresses Taproot, quoi. Donc on saura même pas quand on est un canal privé, quand c'est un canal privé, on saura même pas que c'est un canal privé en regardant la transaction. Donc ça c'est assez intéressant déjà. On ne le saura pas tant que c'est fermé de manière coopérative. Et évidemment, on va pas s'arrêter là. C'est-à-dire que bon, euh, faire des canaux, enfin, si on doit commencer à refaire tout plein de spécifications pour faire des canaux avec des adresses Taproot, pourquoi ne pourront-on pas faire un peu plus, changer un peu plus de choses? Donc là, évidemment, on part sur on peut imaginer des variantes, en fait, des canaux de paiement qui sont utilisés aujourd'hui. Et donc, notamment, moi, une première variante que je pense qui pourrait éventuellement euh, être ce qu'on utilise si on devait aujourd'hui faire des nouveaux canaux Lightning avec Taproot, ce serait ce qu'on appelle les Generalized Lightning Channel, enfin les canaux Lightning généralisés. Euh, bon, je pense qu'un meilleur nom, c'est les canaux unifiés, où en fait, l'idée, c'est on va changer un peu la logique de comment on valide qu'une transaction Lightning, c'est que la transaction de force close est bien la dernière qui a été signée. En fait, aujourd'hui, donc dans les canaux actuels de Pundrija, cette vérification, elle est faite dans les scripts des adresses qui sont créés lorsqu'on publie la transaction de commitment qu'on publie lorsqu'on fait une force close, une fermeture forcée, une fermeture unilatérale. Donc, notamment, on va avoir une adresse qui retourne l'argent à notre contrepartie directement, sans condition. Et puis, on va avoir une adresse qui retourne l'argent à nous, mais que après un time lock, et que si la contrepartie ne connaît pas le secret, enfin, le secret de révocation qu'on lui avait envoyé auparavant. Et puis, il y a les HTLC, c'est-à-dire tous les paiements qui étaient en cours de routage lorsque l'on a fermé le canal. Donc ça, il y a une sortie pour chaque HTLC. Donc il y a des limites, notamment sur le nombre de HTLC, parce que on peut pas avoir autant de sorties qu'on veut dans une transaction Bitcoin, hein. On est limité à quelque chose de l'ordre de 500. Je crois que c'est 483 le maximum. Les HTLC, ça va être un script qui est très compliqué. C'est un script de dépense qui est très compliqué et qui, en plus de ça, est très contraint parce que le HTLC, il a une expiration. C'est-à-dire, un HTLC, c'est pas comme une sortie d'un canal de paiement normal. Un canal de paiement, en général, on va laisser quelques jours à la contrepartie pour signaler que la transaction qui a été publiée on-chain n'est pas la dernière qu'on a signée. Et donc, en utilisant le secret de révocation qu'on lui aura
qu'on lui avait transmis par le passé, elle a quelques jours pour réagir et dire non, 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 c'est pas la dernière transaction qu'on a dépensée, donc je te punis. Mais quand on est sur des HTLC, les HTLC, ce sont des sorties qui sont vouées à ne pas normalement se retrouver on-chain. Ce sont des sorties qui ne sont là que pour router un paiement. Une fois que le paiement a été routé, le HTLC est retiré de la transaction de commitment. On annule les transactions de commitment qui contiennent les HTLC et on revient sur des transactions de commitment, les transactions de fermeture de canaux, tout ce qu'il y a de plus classique sans HTLC. Et, euh, et donc le HTLC, il a un script qui est relativement compliqué. C'est-à-dire que si on devait écrire en langage script, le script en question, moi je ne connais pas par cœur parce qu'il est vraiment compliqué, mais globalement, il va y avoir un premier check en fonction le script est différent en fonction de si le HTLC il revient, on nous l'a proposé ou si c'est nous qui l'avons proposé. Et notamment, il va falloir checker que le HTLC n'est pas celui d'une transaction qui n'est pas la dernière. C'est-à-dire que il faut checker que le HTLC a expiré, mais en plus de ça, il faut checker que ce HTLC n'est pas celui d'une transaction qui n'est pas la dernière. Et ça, il faut que ce check-là, de vérifier que c'est pas un HTLC qui a été révoqué, ce check-là, lui, il doit prendre plusieurs jours. Donc on voit on a un conflit entre deux temps. On a le temps d'expiration d'un HTLC qui est relativement court parce qu'un HTLC n'est voué que à router un paiement et à être annulé par la suite. Et il y a le temps de vérifier que le HTLC n'a pas été révoqué. Et ça, par contre, ça doit être plus long, ça doit faire quelques jours. Et donc tout ça, ça fait un système très compliqué où il y a un système il y a deux transactions à la suite potentiellement dans un HTLC. Donc en fait, ça fait un système de transactions étagées avec des time logs différents pour pouvoir faire en sorte de vérifier ces deux choses-là. Et donc ça fait des scripts qui sont compliqués, mais en plus des transactions étagées, donc c'est très difficile d'interpréter ce qui se passe. Et en plus de ça, bah, du coup, ça fait que c'est très difficile de changer les états des canaux. C'est-à-dire c'est très difficile d'ajouter des HTLC en plus parce qu'il faut resigner toute la transaction et il faut rechanger tous les scripts et donc il faut tout recalculer. Et donc ça fait des grosses modifications. Et donc si on doit faire ça sur 400 HTLC, bah, votre nœud Lightning, il va commencer à être un petit peu mis sous pression en termes de performance pour pouvoir signer les transactions de remplacement quand il est en train de router beaucoup de paiements. Donc ça, c'est un problème. Et donc les canaux unifiés, les generalized channels, je ne sais pas si tu peux mettre le lien Lounès dans le truc. Il y a juste un papier, mais generalized channel, si tu peux trouver le papier, ça peut être pas mal, je pense. Mais en gros, l'idée de ces generalized channels, ça va être de dire, bon, en fait, c'est vraiment pénible de devoir gérer les éventuelles révocations dans les scripts des adresses de sortie, c'est-à-dire dans les scripts des adresses qui redistribuent les fonds. Et l'idée des canaux unifiés, ça va être de dire, en fait, on peut décomposer la vérification en deux étapes. Une première étape, ouais, voilà, c'est ça, je pense que tu as mis. Euh, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. Donc le lien qu'a mis Lounès dans le space là sur les cryptographies archives, c'est le lien vers le papier, vers des canaux généralisés, donc des canaux unifiés. Et donc l'idée, ça va être de faire de rajouter une transaction intermédiaire qui va s'appeler, qui sera la transaction de commitment. Et puis en fait, elle va juste se contenter de redépenser les fonds vers une autre sortie qui, elle, redistribue les fonds correctement. Et en fait, pourquoi on fait ces deux étapes? Parce que du coup, si la première transaction n'était pas la dernière qu'on a signée, et ben c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir contester le paiement. Ça veut dire on va pouvoir dire non, non, là, cette transaction-là, elle n'est pas censée être là. Je connais le secret de révocation, donc je peux récupérer les fonds. Et si cette transaction, s'il n'y a personne qui fait de plainte sur le fait que cette transaction n'est pas la dernière, et bien là, après, on peut publier la transaction qui suit
et répartir les fonds selon que les HTLC ils ont expiré ou pas, que que machin il avait tant dans le canal qui était actuellement disponible, tout ça, tout ça. Et l'avantage de ça, c'est que cette transaction intermédiaire, c'est la même pour les deux parties. La transaction qui redistribue les fonds n'est pas la même pour les deux parties, mais la transaction qui permet qui publie en fait qui dit bah voilà, là le canal on le ferme, c'est terminé, et donc maintenant tu peux checker que c'est effectivement bien la dernière état que j'ai publié, c'est la même pour les deux parties. Et ça c'est assez nouveau parce que enfin, c'est assez intéressant parce que en fait j'avais toujours dit, enfin j'ai souvent dit que le système de punition du réseau Lightning actuellement, il y a une sorte d'asymétrie, c'est-à-dire que euh, Alice et Bob qui ont un canal, ben, Alice n'a pas à conserver exactement les mêmes transactions que Bob. Et notamment, si jamais les transactions que Alice conserve venaient à être signées par Alice et qu'elle venait à donner sa signature pour les transactions qu'elle conserve, eh bien Bob a tout intérêt à publier la transaction à la place d'Alice pour faire croire que Alice a triché, entre guillemets. Donc c'est un gros problème. Allez, merci, voilà, il y a le super dessin qui va arriver. Euh, et donc, du coup, enfin, c'est un problème pour la sécurité de chacun, déjà. Et puis, surtout, ça fait qu'on ne peut pas facilement. Ça rend très difficile la gestion de contrats plus complexes entre Alice et Bob. Parce que, du coup, à chaque fois, il faut créer deux versions de transactions différentes. Et il faut mettre des conditions différentes en fonction de si c'est la transaction qui est dédiée à Alice ou dédiée à Bob. Là, la transaction intermédiaire, c'est la même pour les deux. Et l'idée principale, c'est que on avait besoin de transactions différentes pour les deux personnes parce qu'on devait savoir qui avait publié la transaction et donc qui doit être puni si jamais il a triché, si jamais la transaction n'est effectivement pas la dernière. Euh, Là, l'idée dans les canaux unifiés, c'est d'utiliser des signatures adaptées qui sont possibles avec Taproot et uniquement avec Taproot. Donc c'est pour ça qu'il faut Taproot pour ce genre de canaux Lightning. Avec une signature adaptée, adapteur signature, eh bien, on peut faire en sorte d'indiquer qui a publié la transaction sur la blockchain alors que ce n'était pas la dernière. Et notamment, dans le réseau Lightning habituel, on a bon, la clé privée, chacun a sa clé privée, et puis chacun crée au fur et à mesure ce qu'on appelle des secrets de révocation. C'est des secrets qui vont être révélés à la contrepartie lorsque l'on va signer une nouvelle transaction. Et comme ça, la contrepartie, elle sait que si jamais on triche et qu'on ne publie pas la dernière transaction, eh bien, elle peut récupérer nos fonds. Eh bien là, on va ajouter un troisième secret qui s'appelle le secret de publication. Et en fait, ce secret de publication, on va le cacher dans des signatures adaptées. Donc les signatures adaptées, ce sont des signatures de Schnorr mais qui ne sont pas vraiment valides. Elles ne sont pas valides en tant que telles. Par contre, ce qu'on sait, c'est que si on a la signature valide à partir de laquelle on a créé la signature adaptée, eh bien, on peut trouver comment cette signature a été modifiée. Et inversement, cette manière avec laquelle a été modifiée cette signature, on peut l'identifier avec des de clés publiques, mais si on avait la clé privée associée à cette modification de la signature, eh bien, on pourrait trouver la signature avec la signature adaptée. Donc, en fait, la signature adaptée, elle crée un lien entre une signature et un secret. Et donc, ce secret, c'est le secret de publication. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que les différentes parties du canal vont s'échanger des signatures adaptées qui ne permettent pas la dépense, mais que si la personne publie la transaction de fermeture, alors que ce n'est pas la dernière, enfin peu importe en fait que ce soit la dernière ou pas, quand une des deux parties va publier la transaction de fermeture de manière unilatérale, elle va devoir la publier avec la bonne signature, avec sa bonne signature. Et donc, comme elle le fait avec sa bonne signature, elle va, comme l'autre contrepartie connaît comment cette signature, connaît une version modifiée de cette signature, eh bien, elle va pouvoir combiner la version modifiée de la signature
et la signature qui est publiée sur la blockchain pour trouver comment la signature qu'il avait reçue par le passé a été modifiée. Et cette modification, ça va être le secret de publication. Et là, ce qu'on va faire après, c'est qu'on va dire, OK, en fait, quand on est dans cette transaction intermédiaire, qu'on veut vérifier que cette transaction, c'est bien la dernière qui a été signée par la partie qui l'a publiée, mais en fait, il y a une clause qui permet de dépenser l'argent de cette transaction intermédiaire si on connaît la clé publique de la contrepartie, enfin, si on, avec sa clé publique, le secret de publication de la contrepartie et le secret de révocation. Avec ces trois informations-là, on va pouvoir prendre les fonds et les garder pour nous avant l'expiration du time lock. Donc en fait, c'est un système où la partie qui publie la transaction sur la blockchain va révéler quelque chose à l'autre partie. Et grâce à cette information, si en plus de ça, elle connaît le secret de révocation parce que en fait, on a publié un état qui n'était pas le dernier, on a triché, eh bien, elle va pouvoir nous punir quand même, elle va pouvoir récupérer les fonds. Et donc là, il n'y a pas de. Enfin, tout ça, c'est un script qui est très compliqué, mais une fois que on suppose que les personnes voilà, ont été bien punies si elles devaient être punies et que le time lock est passé, eh bien après, c'est une transaction, tout ce qu'il y a de plus normal. Les scripts qu'on va utiliser pour la transaction, pour répartir les fonds, qu'on appelle la split transaction, la transaction de séparation des fonds, eh bien là, on peut utiliser des scripts Bitcoin tout à fait classiques. On n'a pas besoin de faire des versions très complexes adaptées à Lightning. Et donc ça, c'est extrêmement intéressant. Parce que déjà, ça permet d'augmenter le nombre de HTLC sur un canal Lightning, puisque bah, maintenant les HTLC sont beaucoup plus courts, beaucoup moins coûteux à créer, et puis surtout, euh, un HTLC qui n'a pas encore expiré et qu'on veut conserver alors qu'on veut en ajouter un, eh bien, on peut le garder tel quel et puis on va ajouter simplement des sorties sans avoir à tout recalculer en permanence. Et puis surtout, c'est très utile pour les discrete log contracts sur Lightning parce que les discrete log contracts, eh bien, il faut pouvoir maintenir le script du discrete log contract, sinon à chaque fois, il faudrait changer le script en fonction des clés de révocation, des choses comme ça. Et donc, si on veut faire des discrete log contracts sur Lightning, donc des genres de paiements, des paiements basés sur des oracles, donc en fonction du prix du Bitcoin ou je sais pas quoi, enfin du temps qu'il va faire demain ou en fonction de ce à quoi vous voulez conditionner le paiement avec un oracle, ben, vous pouvez faire en sorte de conserver le même script et donc c'est beaucoup plus facile d'ajouter de router des paiements alors qu'on a actuellement des DLC en cours avec d'autres personnes. Donc bref, en fait, ce concept de canal de paiement permet de faire beaucoup plus de choses d'un niveau programmatique parce que il y a une séparation entre la vérification de la révocation d'un état du canal et bah, la répartition des fonds une fois que le canal il est fermé. Et donc ça a quelque chose d'un peu élégant et ça c'est permis grâce à Taproot. Donc si aujourd'hui on devait faire des canaux à la Taproot, peut-être qu'on proposerait ce genre de choses, sachant que les implémentations de DLC aujourd'hui proposent d'utiliser ce type de canaux parce que justement, ils sont beaucoup plus pratiques. Et donc aujourd'hui, quand on veut faire des DLC sans avoir à faire à chaque fois une transaction on-chain pour le DLC, on peut utiliser ce type de canaux, mais uniquement entre deux personnes, pas pour ensuite faire du routage de paiement. Mais voilà, ça montre que ce genre de canaux a quelque chose de très intéressant et qui sera, enfin, ça peut être un très bon candidat pour bah, une amélioration du réseau Lightning si on devait refaire les canaux qu'on utilise aujourd'hui. Il y a peut-être des petites questions à ce niveau-là, parce que c'est quand même assez compliqué ce que j'ai expliqué là, donc je ne sais pas si les gens ont pu suivre. Est-ce que Lounès a réussi à suivre? Ouais, ouais, vite fait. Ouais, c'est pas facile, ça. Je regardais le papier en même temps. Ouais, voilà, enfin bon, c'est très élégant comme solution, et du coup, en général, quand c'est assez élégant, souvent, au niveau pratique, ça permet de faire des trucs de manière beaucoup plus simple. Et donc là, c'est ce qui se passe, quoi. Vous imaginez, les HTLC, c'est pas donc les Hash Time Lock Contract, c'est pas quelque chose de spécifique à Lightning, en fait. Dès que vous faites un atomic swap, vous faites un HTLC, en fait.
Et le problème est que sur Lightning, les HTLC, c'est très compliqué, justement parce qu'il faut d'une part vérifier que le HTLC il distribue bien l'argent comme il est censé le distribuer, ça c'est une chose, c'est même la partie la plus facile, mais il faut aussi vérifier que le HTLC il a été révoqué ou non. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand on veut faire cette vérification, il faut le faire dans le même script que le script qu'on utilise pour le HTLC. Ce qui fait que c'est extrêmement galère en fait. Ça fait plein de versions de scripts de HTLC différentes à chaque fois qu'on veut faire une nouvelle transaction Lightning sur notre canal. Donc c'est quand même un petit peu pénible. Alors que bah, là, avec cette idée-là, le fait de faire la vérification qu'on est en train de regarder le dernier état du canal avant de commencer à savoir comment on redistribue les fonds, voilà, par contre, ça aide beaucoup à séparer les logiques et à faire en sorte que les scripts ne deviennent pas trop compliqués à gérer. Et donc, ça peut être très utile pour des choses un peu plus complexes avec des smart contracts, des états qui changent un peu en permanence. Voilà. Bon, après, une autre évolution potentielle du réseau, c'est évidemment toutes celles qui vont être basées sur L2. Donc L2, on en a déjà parlé, on a fait un space cake dessus, donc je vais pas revenir en détail dessus. Mais L2, bon, pourquoi j'ai parlé de ce truc de Unified Channel avant L2? Parce que bah, tout simplement, dans Unified Channel, il n'y a pas besoin de soft fork. Alors que L2, bah, il y a besoin d'une soft fork. Donc L2, s'il devait arriver, arriverait peut-être après ça. Alors que les Unified Channel, on commence à avoir des gens des wallets qui vont les utiliser pour leur cas d'usage spécifique, pas pour faire du paiement Lightning. Le cas de L2, bon bah là on n'a rien du tout, hein, on a Un globalement exemple d'applications qui vont utiliser ces channels? lesquels, les Unified Channel, les Generalized Channel, Ouais, bah, c'est les DLC. ok. Les DLC sur Lightning, parce que en gros les DLC, donc les DLC Discrete Log Contract, c'est des, c'est une manière de faire en sorte qu'un paiement soit conditionné à la signature, à une attestation par ce qu'on appelle un oracle qui va dire tel événement s'est produit et je le signe. Et avec la signature de ça, on va pouvoir créer un paiement. En fait, on va chiffrer des signatures avec la signature de l'oracle, entre guillemets, et c'est avec la signature de l'oracle qu'on va pouvoir déchiffrer les choses et donc avoir des signatures pour faire des paiements. On refera sûrement tout un sujet là-dessus, hein. Donc là, je décris ça très rapidement. C'est pas grave si vous ne comprenez pas, mais comprenez globalement l'idée que c'est un paiement, mais on ajoute comme condition au paiement que quelqu'un atteste d'un événement, quoi. C'est une manière de le faire. Et, euh, et le problème, c'est qu'il faut qu'on se donne une date où la personne atteste de la chose en question. Et donc, quand on veut utiliser des discrete log contracts pour pouvoir faire du trading, mais en mode fully non custodial, quoi, même lorsque vous avez fait votre prise de position. Donc l'idéal, c'est l'idéal, ce serait vous prenez une position sur LN Market, et puis bah, même pendant que vous prenez votre position, bah, LN Market n'a toujours pas l'argent, alors que pourtant on est capable de faire en sorte que vous recevez vos gains ou vos pertes si vous en faites. Les, donc, il y a des entreprises qui travaillent là-dessus. Et le problème, c'est que bah, pour l'instant, nous, on ne peut pas faire ça parce que on n'a pas de date d'expiration. En général, les gens font des paris euh, et décident de mettre fin au pari tout seul à un moment, à un instant T. On ne leur donne pas une limite de date sur la durée du pari. Or, les DLC, intrinsèquement, il y a une limite de date et donc il faut pouvoir renouveler en fait régulièrement le DLC si on veut faire en sorte qu'un pari se maintienne dans le temps sans expiration. Et donc bah, là, c'est pour ça qu'il faut des canaux entre guillemets qui permettent de renouveler facilement les DLC et pas refaire une transaction on-chain à chaque fois parce que sinon bah, on n'a pas fini de payer les frais quoi. Donc ça, c'est certainement ce qui va être utilisé par 1010 à un moment ou un autre. Voilà, ils ont une partie où ils utilisent des DLC avec des canaux comme ça parce que sinon, bah, ils peuvent pas renouveler peuvent pas renouveler les DLC régulièrement. Donc voilà, ce type de canaux là, c'est pas que des canaux Lightning, c'est aussi des canaux de ce qu'on appelle des state channels.
c'est-à-dire des canaux d'État, quoi. Et ça peut être utilisé pour conserver, pour s'engager sur des États qui n'ont rien à voir avec des paiements du réseau Lightning, quoi. Ça peut être juste, on a un contrat ensemble et on maintient l'état du contrat ensemble dans un canal. Donc, ce qui est effectivement un canal, c'est-à-dire une UTXO qui est un multisig de nos deux clés publiques. Mais c'est dans le but de pouvoir facilement gérer notre contrat. Et ça fait un canal qui pourrait potentiellement être utilisé pour router des paiements, mais qui ne l'est pas, hein, mais qui pourrait. Il y a aucune limitation à ça. Et globalement, pour l'instant, c'est pas trop possible. Tant qu'on n'a pas de faire ça avec des canaux qui font des DLC, on peut pas router des paiements avec des canaux spéciaux pour les DLC tant qu'on n'a pas les point time lock contract. On peut pas router les DLC tant qu'on n'a pas les point time lock contract. Donc ça, c'est le deuxième gros futur pour Lightning, c'est d'avoir des point time lock contracts, c'est-à-dire qu'à la place d'avoir des paiements qui sont conditionnés à la révélation d'une préimage, préimage dont on a le hash dans le invoice et on cherche la préimage et on va pouvoir recevoir le paiement que si on dévoile la préimage. Bien dans le cas des point time lock contracts, à la place d'un système de hash, c'est un système de clé privée, clé publique. C'est-à-dire, on va conditionner le paiement à la révélation de la clé privée associée à une clé publique. En gros, je dis ça de façon imagée parce que c'est pas, enfin, c'est pas que c'est pas exactement ça, mais c'est que c'est pas vraiment une histoire de clé privée, clé publique. C'est une histoire de points sur la courbe elliptique d'itération sur le générateur, ce qui correspond effectivement mathématiquement aux clés privées et clés publiques, mais c'est pas utilisé comme tel. Et puisse le voir comme un genre de hash avec des propriétés supplémentaires. Et donc ça permet notamment de rendre le paiement plus privé parce qu'on peut utiliser des préimages, entre guillemets, différentes à chaque étape du paiement. Donc ça permet de faire en sorte qu'on ne peut pas lier un paiement en utilisant les préimages. Parce que les préimages, elles sont différentes à chaque saut, à chaque nœud qui intervient dans le paiement, la préimage, elle change. Donc ça, c'est permis grâce à Taproot aussi. Et donc, on aura ça certainement aussi sur le réseau Lightning dès lors qu'on aura des spécifications qui vont être proposées pour faire des canaux avec du MUSIC 2. Donc voilà, donc ça aussi, c'est un truc qui pourra arriver dans le futur, mais là encore, c'est encore plus long terme que les Unified Channels dont j'ai parlé avant, parce que pour l'instant, les spécifications des PTLC, on n'a pas grand-chose, quoi. Donc voilà. Donc, ça, c'est aussi une autre évolution. Et puis, après, il y a L2, où là, il faut carrément une soft fork. Donc là, L2, c'est encore après. Et L2, j'en ai déjà parlé. Et L2, l'avantage, c'est que ça permet de généraliser à plus que de 2 personnes par canot. Mais par contre, le système de punition est très différent. Mais c'est, entre guillemets, le revers de la médaille du fait de pouvoir passer à plus que 2 personnes par canot Lightning. Donc voilà. Alors L2 des spécifications, il y a InstaGips qui travaille sur les spécifications de L2. On peut retrouver un fork de InstaGips ou je crois que c'est InstaGips qui travaille là-dessus. Donc on peut retrouver on peut retrouver un fork des Bolt, donc des spécifications de Lightning spécifiquement pour L2. Où il y a encore une utilisation très intelligente de signatures adaptées pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'asymétrie lorsque l'on veut faire un paiement et qu'il n'y ait pas quelqu'un qui puisse se débrouiller pour publier une transaction qui n'a pas été complètement accusée de réception par l'autre, quoi. Mais voilà, ça c'est aussi une perspective future. Puis il y a un dernier truc que j'avais vu passer, mais que je pense qu'il ne sera pas adopté, mais que j'ai vu passer dans des recherches sur Lightning. C'est un truc qui s'appelle Daric, je crois, hein, qui est en gros un système de canaux de paiement qui utilise L2, qui utilise donc AnyPrevout, la soft fork, pour faire des canaux de paiement qui sont très très faciles à sauvegarder pour des watchtowers, mais qui utilisent le même système de punition asymétrique que les canaux d'aujourd'hui. Mais du coup, comme ils utilisent ce système de punition, on peut pas les utiliser pour pour étendre les canaux à plus de personnes que 2.
Mais voilà, j'ai vu un j'avais vu un papier, passer là-dessus, c'est un truc qui s'appelle DARIC ou un truc comme ça, de recherche où, ils utilisent ce qu'on appelle les transactions flottantes de L2, hein, donc ça, faut reprendre le spacecake que j'ai fait dessus pour avoir des détails. Mais où, à la place de faire des canaux, symétriques sur la punition, ils font des canaux asymétriques comme on a aujourd'hui. Voilà, je pense, Et déjà j'en profite pour dire que l'épisode sur L2, c'est le Space Cake 8 qu'on a fait en novembre, si vous voulez aller l'écouter, si vous n'avez pas encore eu l'occasion. Yes, et merci Panta. Il a parlé également de Music 2 et il avait fait un Space Cake aussi, C'est c'était le le 3. 3. Ouais, c'est ça. ouais, Et dernière chose, j'avais noté les PTLC. Vous en ouais, aviez parlé dans le 18. Voilà. ouais, Donc J'ai 17 moi, mais ouais. PTLC, Ouais, c'était c'était un le truc deuxième, non? c'est un truc en 2 épisodes, de 17 et 18. Et Ouais, c'est ça, ok. HTLC, PTLC, c'était le 17. Et le 18, c'était sur les algorithmes et les passes, tout ça. Ok, super. Voilà, voilà, pour donner ouais, un peu de contexte. N'hésitez pas à aller écouter ces épisodes si vous les avez pas encore faits. Ils ouais, sont on essaie super. d'expliquer Lightning, ce qui est quand même pas facile, mais voilà. J'ai pas parlé des algorithmes de routage, mais on en a déjà parlé dans l'épisode sur les algorithmes de routage. On avait parlé de routing ou des choses de ce type-là. Ouais, Le, ouais, rou- on le on avait route fait un épisode blinding, spécial. le route blinding est un genre d'algorithme de routage aussi. Donc on en a un peu parlé avec le route blinding. Mais les algorithmes de routage, à part le route blinding, on a moins de retours, quoi. On a routing et puis moi j'en connais pas d'autres. J'ai pas eu connaissance de d'autres algorithmes de routage qui ont retenu mon attention pour le moment. Voilà. Est-ce qu'on Super. n'essayerait pas, ouais, tu dois y aller vite fait toi, Loïc, je crois, heu, Ouais, non, non, mais t'inquiète. Mais c'était est-ce juste, je voulais juste rajouter ouais? en complément des Space Cake précédents, il y a la formation sur l'Académie Découvre Bitcoin LN 201 de notre cher Fanis, qui est vraiment super si vous n'avez pas du tout de connaissances. C'est une formation théorique très complète de base pour comprendre les fonctionnements de base de Lightning. Donc allez la voir. Et voilà, désolé. Non, mais c'est bien, faut parler de notre cher Fanis qui fait un boulot de formation incroyable sur Lightning aussi. Donc, clairement le premier français à nous expliquer Lightning, je pense, donc historiquement. Donc c'est bien. Est-ce qu'on essaierait pas d'expliquer vite fait, les hierarchical channels? Ah yes. Bon, Attends, ouais, hop, je mets le lien du mail et alors, OK. Ouais, si tu veux, je peux essayer de le ouais, si tu veux présenter essayer vite de, fait, de et après t'expliquer, et tu puis pour la bon, après, suite. si j'ai autre chose à dire, je le dirai. Du coup, il y a eu un mail récemment, là, mi-mars, sur la mailing list Lightning Dev pour présenter les hierarchical channels qui peuvent être utilisés pour, redimensionner les canaux Lightning, mais sans faire de transaction on-chain, directement off-chain. Et pour résumer un petit peu cette proposition, un hierarchical channels, en fait, c'est un channel avec, enfin, dans les outputs, heu, on va dire un channel avec plus de 2 personnes. Donc par exemple entre A et B et C et D. Et en fait, ça permet de faire des channels dans les channels. C'est pour ça que ça s'appelle des hierarchical channels. Donc par exemple, on peut avoir, un channel entre 4 parties, mais ces 4 parties sont organisées en 2 sous-parties. Donc en fait, il y a un premier channel entre AB et CD et après il y a 2 autres channels entre A et B et C et D. Et donc comment ça se matérialise? En fait, c'est juste que le premier channel, c'est un multisig entre AB et CD, comme je viens de dire, et AB, c'est un multisig entre A et B. Il faut voir ça un peu comme un arbre dans votre tête, et il faut voir ça un peu comme un arbre. Et du coup, ça veut dire que c'est un peu on peut avoir un peu des sous-channels Lightning.
Donc en fait, à l'intérieur d'un output d'un channel, et ben, il y a un autre channel. Heu, voilà, Et du coup, j ça permet de jouer sur la capacité de ces sous-channels sans passer on-chain, du coup. exactement. Parce que du coup, ça veut dire que, la taille du on va prendre vraiment le cas simple que j'ai dit entre AB et CD. Ça veut dire qu'il y a, du coup, un premier channel entre AB et CD et donc du coup, ça veut dire que ce channel-là a 2 outputs et donc du coup, par exemple, si on prend le premier output enfin l'output AB et ben, c'est un autre channel et donc du coup, quand il va y avoir des paiements qui passent, dans le premier gros channel, le channel principal et ben, l'output AB va réduire de taille ou grandir de taille. Donc du coup, ça va moduler comme ça, la taille du channel entre A et B et du coup, en faisant certains paiements et ben, c'est possible de, moduler, arbitrairement, la taille d'un channel et c'est franchement assez intelligent. Il faut vraiment lire le mail pour bien le comprendre. C'est un peu complexe à expliquer comme ça. Je vais vous mettre le schéma. Hop, Mais ouais, du coup, c'est un genre de je me demande si ça utilise pas Music 2 aussi dans l'idée, parce qu'il y a l'idée, en fait, de faire des multisigs récursifs derrière. C'est-à-dire, quand on fait un Music 2, bah, on prend 2 clés privées et on les combine 2 clés publiques et on les combine pour faire une nouvelle clé publique qui correspond aux 2 personnes. Bah, on peut très bien se dire que les clés publiques desquelles on est parti, elles étaient aussi combinées de la même façon quelque part. Et bah, c'est l'idée est de faire la même chose, mais avec des canaux Lightning à la place des clés publiques, quoi. Donc on fait des canaux Lightning qui sont gérés soi-disant par 2 entités, mais en fait, chacune de ces entités, c'est aussi 2 entités en dessous. Et heu et du coup, après, bah, en faisant circuler des paiements, entre les entités qui sont toutes dans une même UTXO, bah, on peut réajuster les quantités de capital allouées d'un côté ou de l'autre de l'arbre d'organisation des fonds, en fait. Et donc, bah, du coup, A et B peuvent avoir un canal, voilà, ils ont un canal qui leur permettent de faire transiter des paiements, mais en faisant passer des paiements, vers, C et D vers l'entité CD, c'est-à-dire la combinaison de C et de D qui sont de l'autre côté du «canal principal» entre guillemets, du vrai canal. Et bien, elles vont changer la taille de leur «canal virtuel» entre guillemets, et donc ça permet comme ça, sans faire de transaction on-chain, de changer la capacité d'un canal de paiement. Voilà, je vois qu'il y a ton dessin qui est arrivé. Alors c'est un dessin ah oui, c'est le dessin de comment le paiement peut transiter. ouais, Je sais de comment je sais pas il faut si c'est vraiment le se plus poser simple, mon dessus Dieu. et bien le lire, quoi. Mais du coup, ouais, sur les hierarchical channels, globalement, ce qui fait qu'on n'en a pas aujourd'hui, que c'est pas faisable aujourd'hui, c'est simplement la manière qu'on a d'identifier les canaux, qui ne permet pas, en fait, d'utiliser ce genre de choses. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, un canal Lightning, il est principalement identifié par l'UTXO. Sauf que là, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on a plusieurs canaux dans une seule UTXO. Donc du coup, le système de numérotation qu'on utilise aujourd'hui ne serait pas adapté pour ça. Donc voilà, mais bon, ça reste, heu, ça reste évidemment un sujet très intéressant parce que, bah, ça permet de mieux allouer le capital, quoi. Et là, dans l'exemple que tu as donné, en fait, c'est un paiement qui est envoyé à l'extérieur des canaux hiérarchiques et qui remonte après, qui revient d'une autre c'est un circular rebalancing, en fait, entre le super canal et des canaux extérieurs avec des personnes extérieures au super canal, quoi. Et ça permet virtuellement de changer la taille des canaux virtuels à l'intérieur du super canal, entre guillemets. Donc du coup, on-chain, ça change rien, mais au niveau des canaux virtuels, bah, la taille a changé. C'est un peu ça. Moi, ça me fait beaucoup penser au Hosted Channel aussi. Il y avait un système dans la custody sur Lightning, on a plusieurs degrés de custody et il y a notamment un degré qui est fortement custodial quand même, donc pas recommandé, mais voilà. C'est les hosted channels où en fait,
vos fonds sont bien dans un nœud unique Lightning comme un Blue Wallet, par exemple. Mais les routes, c'est vous qui les faites. Et donc, c'est comme si un canal virtuel vous étiez attribué. Vous pouvez recevoir de l'argent sur ce canal virtuel. Mais en fait, ce canal n'existe pas. C'est juste le nœud qui fait custody de vos fonds, quoi. Bon, bah là, c'est un peu la même chose, sauf que c'est un système de canaux virtuels dans des canaux, dans des outils EXO avec une propriété partagée. Je sais pas si tu avais autre chose à dire, Lounès, là-dessus. Pas spécialement, c'était pour en parler et franchement, je pense que si vous voulez comprendre, allez lire le mail. Ouais, ça va être compliqué sans gros dessin là, d'expliquer comment ça marche parce que Ouais, c'est même les ça, dessins c'est un peu déjà. con parce que son dessin, enfin, c'est pas un dessin, c'est plutôt son exemple pour resize un channel. Mais Ouais, je sais pas. Alors attends, je sais pas si. Parce que c'était une proposition qui existait déjà, il me semble, avant. Et lui, sa proposition, c'est pour l'utiliser, enfin, utiliser les hierarchical channels pour resize. ouais. Mais pas. J'essaie de trouver. Ah voilà, a more complete description including figures is available at 6. Hop, read Mais more. ouais, après je sais pas si s'il manque encore aujourd'hui des éléments pour avoir une telle chose, notamment sur le point de comment punir les personnes qui trichent dans ce système-là. Il peut y avoir des questions qui se posent. Parce que du coup, par exemple, si B publie une transaction qui n'est pas la dernière pour le canal principal, bah du coup, c'est pas que B qui se fait punir, c'est aussi A, parce que bah, tous les fonds de AB vont être donnés à CD qui va contester le fait que c'est le dernier état. Et en plus de ça, comment on réattribue ensuite les fonds qui ont été récupérés via ce système de triche par les autres parties. Bref, il y a plein de questions qui se posent. C'est une idée qui est lancée comme ça par quelqu'un dans la mailing list, mais clairement, il y aurait encore énormément de travail de spécification et de détails en fonction des différents choses qui peuvent arriver avant d'arriver à quelque chose qui puisse être utilisable. Je pense même que L2 arriverait avant, quoi, parce que L2, pour le coup, pour gérer ce genre de choses, c'est quand même plus pratique, quoi. La gueule des figures. Ah ouais, non, je pense que c'est un enfer. Attends, Je pense que c'est un enfer. C'est t'as, c'est t'as des le, gros t'as le mail arbres. sous les yeux? Non, mais je me rappelle très bien quel tati là, quoi. C'est de la ski art, quoi, littéralement. Ah non, moi je parle pas. Attends, je vais vous mettre deux, trois captures d'écran parce que c'est. Non, mais ah ouais, j'ai aucune idée. Il y a des trucs, j'ai aucune idée de ce que ça représente, hein. Attends, j'envoie ça. Mais c'est vraiment des figures, des channels. Tiens, la première, ça va, mais. Regarde. T'arrives à la partager dans le space là? Parce que Ouais, moi ouais, je la vois je viens pas. de l'envoyer. Attends, je l'ai mis en réponse, mais j'ai pas encore cliqué sur Space. Voilà. Hop. Alors qu'est-ce que tu. Regarde la deuxième. Ah oui, oui, oula, oui. Oulala. Voilà, c'est pas vraiment ma réaction. Surtout que Et- j'y suis allé en me disant: «Ah cool, je vais essayer de leur trouver une petite figure facile à comprendre». Ouais, 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 non, c'est chaud. Ouais, la première figure, c'est pour expliquer le paiement et de Ouais, comment les balances elles changent. elle est déjà un poil mieux, mais c'est pas non plus très C'est pas la panacée, oui. C'est. bon bah désolé, on n'a pas de jolie figure pour vous. Va falloir se contenter de ça. Mais ouais, en gros, faut se dire que l'idée, c'est de faire des genres de channel factories, mais dans les channels directement, quoi. Pour ça que je dis que L2, c'est quand même, ce sera peut-être beaucoup plus simple quand même avec L2, parce que dans L2, on peut faire des channel factories sans avoir tout ce problème d'organisation. Bon, par contre, après, il y a tout le problème des communications à faire, mais voilà, ouais, c'est faire des channel factories dans des channels, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, 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 bah, pour résumer, c'est faire des channels virtuels dans des outputs qui ne sont pas, publiés d'un channel au-dessus. Ouais, c'est ça. Qu'en fait, C'est si on devait imaginer le cas simple d'une fermeture coopérative d'un channel comme ça, bah, en fait, ce qu'on verrait on-chain, c'est un multisig two of two
qui renvoie les fonds vers 2 multisigs 2 of 2 avec 4 clés différentes, quoi, qui correspondent en fait aux 4 personnes en dessous. Mais même ces 4 personnes peuvent être encore des multisigs 2 of 2, quoi. Donc ça peut continuer comme ça infiniment. Et on organiserait comme ça en arbre binaire parce que pour l'instant, on ne peut que mettre 2 personnes par canot, on ne peut pas mettre plus. Euh, ce serait plutôt avec L2 qu'on pourrait faire ça. Et pour l'instant, L2, on n'a pas la soft fork. C'est encore en cours de réflexion sur comment on. Enfin, ça avance pas trop encore, hein, L2 pour l'instant. Je pense aussi qu'il y a beaucoup à faire avec Taproot déjà, qu'on n'a pas encore beaucoup vu utiliser, hormis pour pour inscrire des têtes de singes dans la blockchain. Donc bon, voilà. Moi, je crois que c'est à peu près tout. Demain, il y a un space de LN Capital, je crois, sur exactement ce sujet-là, sur le sujet du futur de Lightning. Ils nous Ils ont nous ont copié, copié. On l'avait annoncé totalement avant. copié. On l'avait annoncé Bon, avant eux. après eux, ils ont Picard, Decker. Donc, si vous voulez voir des vrais discuter de ce genre de sujet, bah, vous pourrez regarder le space demain. Et Je sais pas. surtout, demain, il y a aussi un space de Bitcoin Uptech avec Maxime Orlovski pour parler de RGB. Ah yes, c'est vrai, c'est vrai. Cool. Bon, bah ça Donc faudra que je regarde. ça fait pas mal déjà pour demain soir. Voilà, gros programme si vous voulez chercher plus d'infos, vous écoutez les spaces qui auront lieu demain. Et ça va être chargé, quoi. Ça va être bien chargé. Ça va être au moins aussi chargé que ce Space Cake, je pense. Surtout si vous connaissez pas beaucoup RGB, là, c'est. Oui, aïe, aïe. Et RGB, on attend que Sosten revienne pour en parler, hein, globalement, pour les gens C'est ça. Donc on va sûrement commencer, parce qu'il rentre le 11 et le 11 c'est un mercredi. Donc si, s'il arrive à venir le 11 au soir et ben, on commencera le 11 et sinon on commencera la semaine d'après. Ouais, enfin, qu'on voit comment Mais on organise ça, hein. ouais, ouais, ouais. Sachant qu'en Heu, plus, il y a le BEF aussi, donc au BEF, si, enfin, je sais pas si on fera un Space Cake la semaine du BEF ou je sais pas quoi, enfin, on verra. bah, On si, verra si, ce qu'on le fait. BEF c'est vendredi, samedi, dimanche, Ouais, donc c'est bon, ouais. ça le fait. Et du Ok. coup, ouais, on fera sûrement la 2e moitié de mai RGB, puis après on continuera. On va parler des single use seal, tout ça, essayer de reprendre un peu tout ça au calme et s'attaquer aux morceaux. Ouais, Voilà, juste voilà. Et qu'on la voit semaine comment. prochaine? Ouais. Pour la semaine prochaine, je sais pas du tout ce qu'on pourrait discuter. Là, comme ça, j'ai pas d'idée. Bah, je dirais bien les DLC, mais Bah, on peut attaquer les DLC, ouais. on peut attaquer les DLC. Je pense que en un Space Cake, on peut déjà présenter beaucoup de choses dessus. Je pense qu'après faire plus, c'est compliqué. Donc, ouais. Ouais, je pense en un morceau, ça peut se faire. Ok. OK, bah, Bon. parfait. Bon, bah, Bah, s'il n'y a pas de on n'a pas l'eau il questions, est-ce pour qu'il y a la des questions là? Est-ce qu'il y a des questions dans l'assemblée? Parce que bon, on parle, mais ah, on a fait notre space sur les attaques sur Lightning? euh, Non, non, je l'avais noté, mais on l'a pas encore fait. J'ai ouais, noté channel jamming et puis après, il faudrait rajouter d'autres trucs. ouais, Donc, ok. si jamais, tu penses que c'est trop tôt pour faire les DLC, on peut faire ça la semaine prochaine aussi. Ouais, bah écoute, on en discute, on voit ça. On fait le point sur ce qui nous vient en tête pour les attaques. Pour les DLC, il n'y a pas trop besoin, on sait que c'est bon. Et pour Lightning, Ah, pour les attaques sur Lightning, on peut se faire pour voir ce qu'on trouve. Il y a quelqu'un qui veut monter manifestement. ouais, je lui ai donné la parole. Salut à Brick. Hello. Salut, vous m'entendez là? Yes. Superbe. Ouais. Salut, bah merci pour le travail que vous faites. Je voulais savoir, Bien. enfin c'est une question à propos de sur le protocole Bitcoin même. Enfin c'est pour savoir si peut-être que vous pourriez à un moment traiter un peu plus le sujet ou me donner
Il y a des Vas-y. infos, c'est concernant en fait la baisse de rémunération des mineurs à chaque halving. Je sais qu'à un moment, potentiellement, ça pourrait poser problème et que bah, il y avait des pistes de solutions pour leur permettre de miner des bitcoins qui seraient considérés comme perdus. Donc, je voulais un peu savoir si ouais, il y avait plus d'infos là-dessus ou enfin savoir si il y aurait un protocole particulier, des choses comme ça sur des propositions sur Bitcoin Core, par exemple, trouver des trucs intéressants. Alors, bah, si tu veux, c'est un sujet qui est compliqué parce que en fait, c'est difficile d'estimer c'est quoi la bonne valeur à donner aux mineurs, quoi. Et en fait, c'est un choix qui n'est pas que technique, c'est un choix qui est évidemment fortement politique, parce que finalement, quand on décide de récompenser les mineurs avec des frais de transaction ou ou des nouveaux bitcoins, finalement, c'est un choix sur qui paye pour que le réseau continue de tourner. Quand tu décides de payer les mineurs avec des nouveaux bitcoins, ça veut dire que tu les payes en inflation quelque part, hein. Tu les payes c'est les personnes qui ont du bitcoin qui payent les mineurs pour qu'ils continuent de faire tourner le réseau d'une certaine façon. Et quand les mineurs sont rémunérés via les frais de transaction, ça veut dire que c'est les personnes qui publient des transactions qui payent pour que le réseau continue de tourner. Et donc le choix qui a été fait par Satoshi initialement, c'est de dire bah, au début, il faut distribuer les pièces, donc ce seront les personnes qui ont les pièces au début qui paieront pour que le réseau continue de marcher. Donc c'est voilà, 50 bitcoins pendant 4 ans, puis 25, etc. Et puis à la fin, bah, on permet aux mineurs de récupérer des frais de transaction qui pour l'instant sont un peu, enfin vraiment représentent une toute petite partie de ce qu'ils gagnent. Mais à terme, ce sera tout ce qu'ils gagneront. Ce seront des frais de transaction. Et donc, ce seront les gens qui utilisent le réseau qui paieront pour que le réseau continue de marcher. Donc, faut quand même se dire que les frais de transaction, dans quelque chose de l'ordre de 10 ans, ils représenteront une part significative du revenu des mineurs. Donc, on pourra déjà voir dans 10 ans s'il y a un problème au niveau de la rémunération des mineurs. Euh, Après, il faut aussi se dire que le plus important, c'est pas tant que les mineurs ils crament le plus d'énergie possible. Le plus important, c'est qu'ils soient suffisamment rémunérés pour que les gens qui peuvent miner le fassent. Après, il n'y a pas de bon niveau entre guillemets de minage. On peut pas dire, hein, de même qu'on peut pas dire quelle est la bonne rémunération d'un mineur. On peut pas non plus dire quel est le bon niveau d'énergie à investir dans le réseau Bitcoin. Pour qu'il soit fonctionnel, parce que c'est pas une question de niveau d'énergie, c'est plus une question, là encore, de rapports sociaux, c'est-à-dire de distribution de cet investissement en énergie qui est mis dans Bitcoin. Donc se pose la question de est-ce que les frais de transaction se permettront de réaliser la même tâche que ce qu'a permis l'émission de nouvelles pièces. Et bah malheureusement là-dessus c'est pas une réponse qui est technique, on peut pas vraiment donner de réponse. Moi j'ai pas connaissance de modification du protocole qui changerait la façon de rémunérer les mineurs. Après, il y aura peut-être des moyens détournés pour les mineurs de gagner de l'argent, par exemple sur les protocoles à la Ethereum, etc. Il y a ce qu'on appelle le MEV, le Miner Extracted Value, qui n'est pas volontaire dans le cas d'Ethereum. Dans le cas de Bitcoin, il y en a un petit peu aussi, mais il est volontaire et il est vraiment ridiculement faible, donc c'est vraiment insignifiant. Mais dans le cas d'Ethereum, il y a voilà, les mineurs, comme les mineurs sont chargés aussi en partie de l'exécution de certaines transactions qui ne dépendent pas de la signature de quelqu'un, eh bien, ils peuvent, parce qu'ils sont en charge de ça, ils peuvent essayer de récupérer des frais qui sont liés en fait à une sorte d'incomplétude des contrats qui sont des smart contracts sur le réseau Ethereum et qui sont inévitables, hein. C'est-à-dire que, euh, enfin, inévitables au sens où bah, ils sont liés.
Cette valeur qui peut être extraite par le mineur, elle est liée au marché, en fait, hein, au fonctionnement des marchés. Donc, voilà, ça peut être un moyen pour les mineurs de se rémunérer aussi. Mais bon, voilà, après, ce qu'il faut se dire, hein, ce qui compte, c'est pas tant combien de mineurs on a, c'est vraiment est-ce que les gens sont motivés pour miner, et tant qu'il y en a qui sont motivés pour miner, qui minent avec beaucoup d'énergie ou pas, ça change pas grand-chose. Enfin, ce qu'il faut, c'est que les gens qui ont envie de miner, ils soient un petit peu incités à le faire. Et tant qu'ils sont un petit peu incités, normalement, ça va. Donc après, voilà, je peux pas, moi, je connais pas, je jamais entendu parler de modifications sur la manière de rémunérer les mineurs après. Voilà. On espère juste qu'avec les frais de transaction, c'est-à-dire les frais qu'on paye pour faire passer nos transactions avec différentes priorités, on espère juste que ces frais suffiront à pouvoir résister à des attaques étatiques si jamais il venait à y en avoir dans le futur, quoi. Donc bon, je sais pas, après c'est un sujet qui est compliqué, qui est très incertain, donc je ne peux pas avoir une réponse très sûre à 100%, quoi, c'est pas possible. Voilà, je sais pas si ça répond à ta question bien, comme tu veux, mais j'ai fait au mieux. Non, bah merci, hein, j'avais conscience que c'était pas une question facile enfin, c'était C'est pas, compliqué, voilà, c'est pas technique, quoi. Il n'y a pas une quoi. réponse technique. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est quasiment, pas quasiment même philosophique, là. C'est social, ouais. C'est purement social. Ok, merci. Bon, pas de rien. Bah super. Une autre question pour finir? Oui, Loïc. Ouais, désolé pour l'absence. Pas de souci. On est en train de dire qu'on allait sûrement bientôt finir. Et on se demandait de quoi qu'on allait parler la semaine prochaine. On a proposé DLC ou alors les attaques possibles sur Lightning, comme le channel jamming. Ok, ouais. Je sais pas, il y a un sujet qui te ferait plaisir, toi? Ben moi, tu En sais, je suis plutôt particulier? pour les trucs on-chain. Ouais. J'ai plus de connaissances sur les bêtises on-chain, mais, euh, mais ouais, pourquoi pas. Ouais, les DLC, je connais pas mal les DLC, faudrait que je revoie un peu. Le channel jamming, pas du tout. Enfin, ce que vous en aviez parlé, il me semble déjà, je sais plus si Vite c'était dans le fait, ouais. 17 ou le 18. Mais Ouais, vite fait. voilà. Ok, bah pour le Mais temps, on peut faire ça un me petit va, hein, truc c'est sur comme vous le. voulez. On peut se faire un petit truc sur le DLC. Après, Et il ça faudra peut. qu'on se fasse celui sur les ordinateurs quantiques aussi. On pourra parler un petit peu cryptographie, tout ça, ce sera intéressant. Ouais, mais ça monte pas encore assez. On a dit 35K, tu te souviens? Ah, c'est par rapport au prix. On a dit quand on pète 35K, les gens vont commencer à revenir et Ah puis on ouais. en fait un gros space ordinateur quantique. Enfin, je Mais l'ai on dit aurait fait 35K un, il y a quelques mois. on aurait fait un sujet comme ça en 2021, là, au pic. On aurait fait des 1500, 2000 vues, je pense, dans le space. Bah, évidemment. Moi, à la base, mon compte Twitter, il avait explosé avec un thread là-dessus, je me rappelle. J'étais passé genre de 5 abonnés à 400 juste avec un thread comme ça. Ils ont rajouté un soundboard. Mais il est où le soundboard? Sur Bah, tu cliques sur sur le Twitter? truc pour modifier ta voix. Tu sais, la petite baguette magique en bas. Je l'ai pas, moi. Ah, Ça tu doit l'as être. pas? Moi, j'ai Non, plein d'emojis, je peux choisir et ça. c'est génial. Ça, c'est ça, c'est la bougie rouge. Enfin, Moi, j'ai bref. rien non plus, hein, il me Ah, bah, c'est semble. le truc sur iPhone, désolé. Ouais, j'ai Enfin, rien. bref. Bon, Il n'y a bah plus de écoute, questions? s'il n'y a pas d'autres questions, Exactement. voilà. Bon, et bien, bonne soirée à tous. Merci d'avoir suivi ce 25e épisode du Space Cake.
On aura duré 2 heures, c'est parfait. Un bel épisode. Ce coup-ci, Pantal n'a pas été le seul à parler, j'ai essayé de contribuer un peu plus. Et puis voilà, hein, merci Loïc, merci à Brick pour ta question et puis merci à tous, hein. Bonne soirée. Pensez à aller écouter le space avec Maxime demain soir, demain après-midi, je sais plus à quelle heure c'est, je crois que c'est vers 4 heures. Ouais. Sur le Twitter de Bitcoin Uptech et puis voilà, c'est déjà pas mal, hein. Si vous voulez après Hélène Capital, mais c'est à Ouais, 20h, je crois. Mais bon, ce sera sûrement un peu récurrent, mais si vous voulez avoir une autre façon d'en parler, mais en anglais par contre, bon bah voilà. voilà, voilà. Allez, Et bonne bah, bonne soirée. soirée tout le monde, Merci à Merci. tous. Bonne à l'année soirée. prochaine. À la semaine prochaine.